Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans un nouvel épisode de Confidente. Elle m'a fait vivre les journées les plus douloureuses de ma vie et scelle chaque jour le pacte que j'ai avec moi-même. Je lis souvent l'endométriose dont je souffre depuis 17 ans à ma confiance en moi et c'est pour cela que c'était intimement important pour moi d'y dédier un épisode. Paradoxalement, c'est dans la souffrance qu'on apprend la compassion pour soi-même et quand les batailles ont lieu au creux de sa chair, on apprend à rendre les armes et à convoquer d'autres puissances. C'est un simple L qui sépare la douleur de la douceur, un L qui m'a fait pousser plein d'autres ailes. Et même si je donnerais tout pour que plus personne ne souffre de cette maladie, aucune autre femme, je sais qu'il s'y loge malgré tout une opportunité en tant que femme pour se rencontrer, pour apprivoiser son corps, l'aimer, s'éloigner du leurre de la perfection, sous-peser le poids de notre féminité, mais aussi son ampleur et sa puissance. Et si j'avais l'opportunité de dire quelque chose à la femme de 15 ans que j'ai été et qui s'embarquait sur un chemin très fastidieux, je lui dirais que ces règles douloureuses sont aussi un moyen pour envoyer valser beaucoup d'autres règles pernicieuses. Je suis très heureuse et très émue de recevoir aujourd'hui à mon micro une femme à qui l'on doit beaucoup en France pour la sensibilisation et l'information autour de la maladie. Quand on lui apprend au bout de 7 ans qu'elle souffre d'endométriose profonde alors qu'elle fait tout pour devenir maman, elle décide de se battre pour informer les autres femmes sur cette maladie mal comprise. Grâce aux actions de sensibilisation portées par l'association dont elle est devenue la présidente, Info Endométriose, elle a mené des actions concrètes et nécessaires pour faire avancer les choses. Finalement, sa fille Thelma, née en 2021, au bout de 9 ans et 9 mois, titre du documentaire très émouvant qui retrace son combat. Mais parler que d'endométriose serait terriblement réducteur face à une femme qui combat sur plusieurs fronts depuis longtemps, qui défie les étiquettes, qui était une slasheuse bien avant que ma génération s'empare du terme, une influenceuse bien avant l'heure, un couteau suisse libre et authentique. Avec elle, j'aimerais parler de PMA et de maternité, de la puissance du documentaire et de l'importance de la mise en scène, de sa vie aux 1000 chapitres, de ses engagements multiples, de ses passions, de ses rêves, de sa confiance en elle et en le futur. Parce que ce qui me plaît particulièrement chez mon invitée, c'est que si aujourd'hui elle met son talent fou pour la communication et l'image au service du luxe et de la beauté, elle met également ses outils, sa vision et ses compétences au service de la connaissance de soi, de l'authenticité et revient à la beauté première de ce qu'est la communication. Si l'endométriose aujourd'hui est diagnostiquée par l'imagerie, je suis convaincue, moi, que l'image, dans tout ce qu'elle implique, possède une puissance infinie pour nous révéler. Bienvenue Cécile Tony. Bonjour, bienvenue. Merci pour cette très jolie introduction. Flattée, merci. Très mérité, c'est très sincère. Avant toute chose, avant de passer sur ma question signature sur la confiance en soi, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Alors, je m'appelle Cécile Tony-Purcher, j'ai 48 ans. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Méry, en Seine-et-Marne. Et je suis parisienne depuis l'âge de 19 ans. Et est-ce que tu peux présenter un peu ce qui occupe aujourd'hui ton temps, tes activités et le bureau dont tu es présidente? Alors, j'ai monté en 2016 un bureau qui s'appelle Bureau Cécile Tony, parce que les gens me connaissaient sous ce nom et je me mettais au bureau pour travailler, très simplement. Maintenant, on l'appelle un peu plus BCT. Et on accompagne des marques de luxe dans la réalisation de leurs événements, du brief au concept jusqu'à la production. Ça peut être des présentations de collections, des lancements de produits, de bijoux, des expositions, des anniversaires de parfums. On a un très joli portefeuille de clients et très heureux de pouvoir accompagner ces jolies marques. C'est beaucoup de travail, d'exigence, mais beaucoup de satisfaction aussi. Tant mieux. Donc ça, c'était pour les présentations déjà. Et je vais commencer avec la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as confiance en toi? Oui. Évidemment que je dis que j'ai confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en moi. C'est les actions que j'ai menées qui m'ont donné confiance en moi. C'est les peurs que j'ai eues qui m'ont aussi accompagnée pour avoir confiance en moi. Oui, je pense que j'ai confiance en moi. Oui. Et c'est un terme qui te plaît? Est-ce que tu es sensible à toutes ces notions de développement personnel? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup de self-help books et tout? Non, ça c'est pas ton truc. Tout. L'optimisation, le développement personnel, c'est la vie, moi, qui me donne. Oui, j'ai l'impression qu'elle t'a donné de quoi faire. Je suis plus une instinctif. J'ai toujours géré, j'aime pas le mot. J'ai toujours, c'est la vie qui m'a emmenée où je suis aujourd'hui, et je pense que ça a été. Je suis très instinctif, je suis très
sensible à, j'ai le pif, je sais pas comment on dit, mais des gens, j'observe beaucoup. Et ouais, c'est la vie, tout simplement. Si on revient un peu en arrière sur la petite fille déjà que t'étais, on va un peu remonter tout ce chemin. Est-ce que dans une cour de récré, par exemple, t'étais une timide, une sauvageonne? J'ai eu, pour tout dire la vérité, jusqu'à toute ma primaire a été fantastique. Arrivée au collège, j'ai déménagé d'un autre endroit où j'habitais pour arriver dans ce petit village à Saint-Méry. Ça a été un peu difficile, ce déménagement, de quitter mes amis que j'avais connus depuis toujours et d'arriver à la campagne, profondément à la campagne. Et il y a eu aussi mes premières règles. Voilà. Ah, déjà, et qui m'ont aussi un peu isolée parce que j'avais, je pense, des douleurs. Enfin, j'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans, donc c'est le collège, c'est le collège. Et du coup, de l'absentéisme, du coup, un peu, du coup, mis à l'écart parce que c'est vrai qu'à l'époque, les enfants, on les écoutait pas. Et encore aujourd'hui, parfois, on les entend pas. Et c'est vrai que du coup, ça m'a enlevé un peu de ma joie de vivre, on va dire, parce qu'il se passait des choses que je n'arrivais pas à saisir et à comprendre et que du coup qui était un petit peu qui me mettait de retrait. Donc mes années collège n'ont pas été super, j'ai toujours eu un rapport avec l'école très distant en fait, ça m'a pas spécialement donné envie de faire des études. Et puis je viens d'une famille immigrée italienne, des parents très travailleurs, entrepreneurs et qui me poussaient pas spécialement, mais c'est vrai que l'école n'a pas été spécialement très heureuse pour moi. J'étais pas mal, mais j'étais pas bien non plus. Voilà. Et ça l'est pas devenu par la suite plus tard. L'école, c'est pas un endroit. Non, je savais. En fait, je me sentais pas à ma place. Je sais pas comment dire. Je me sentais pas à ma place et je savais que j'avais d'autres choses à vivre. C'était la vie qui allait être ton école, en fait. Ouais, je sais pas. Je savais au fond de moi que j'avais d'autres choses à vivre et qu'il fallait que ça passe et que je ferais quelque chose de moi, mais pas là. Mais non, c'est intéressant. Et tu dirais que donc finalement, ce qui était déjà les prémices de ton endométriose, t'ont déjà un peu volé ces années-là? Ouais, l'intuition, je l'avais parce que j'ai appris un peu. Je l'avais pas perdu. Je sais pas comment définir exactement. C'est que j'avais, j'avais des douleurs liées à mes règles tous les mois, qui étaient assez intenses et du coup qui m'empêchaient de vivre une scolarité plutôt normale par rapport à des autres jeunes filles. Ça m'a pas empêché d'avoir un heureux, ça m'a pas empêché, mais ça m'a enlevé quelque chose quand même. Et après, dans mon engagement, je l'ai vraiment aussi rappelé que c'est important de sensibiliser les jeunes générations parce que, maintenant, on en parle beaucoup plus et tout, on reviendra sur ce sujet, je vais pas le dire maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment, t'allais pas au sport, parce qu'elle a ses règles, elle a mal. Enfin, les enfants sont durs. Bien sûr. Et je le vois maintenant que j'ai une fille, c'est compliqué. Et comme on n'en parlait pas et qu'on connaissait pas, enfin, c'était connu du milieu hospitalier, mais en tout cas pas de la société. Voilà. Donc t'en parlais pas à tes copines? Non. T'avais pas d'alliés? Enfin, je disais que j'avais mal aux règles, mais en fait, c'était un non-sujet. Alors c'est un non-sujet, tes règles. On parlait pas des règles. Même avec ta maman, je sais que t'avais. Ma maman, j'ai une relation très forte et tout, mais bon, elle me disait, toi, t'as des règles douloureuses. De Doliprane. Elle avait déjà eu aussi des règles douloureuses. J'ai appris plus tard qu'elle avait eu de l'endométriose aussi quand on l'a diagnostiquée de son cancer du côlon. Donc, du coup, voilà, je sais pas, c'était normal. Enfin, moi, je suis née en 78, Je dis pas que je suis une vieille dame. Non, mais ça remonte quand même un peu et ça montre aussi que, à l'époque, on n'était pas du tout dans ces sujets, tout simplement. Et parlant de tes parents, est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi avec une maman et un papa qui dégageaient une forme de confiance en eux? Est-ce que t'as été élevée par des personnes qui s'aimaient, qui étaient bien? Ouais. L'amour a toujours fait partie de mon environnement. Oui. J'ai vécu dans l'amour, j'ai vu des parents travailler, j'ai vu mon papa toujours aider ses parents. Quand on a déménagé, il est une famille de 3 frères, c'est lui qui avait le mieux réussi dans le bâtiment, il était plombier. Il a déménagé, il a acheté une grande maison, une grande ferme. Il a emmené ses parents parce qu'il voulait pas qu'ils restent dans un HLM. Donc c'était à Melun. Tu vois, moi à l'époque, quand on disait mais tes grands-parents ils vivent chez vous,
C'est hyper chelou. Alors qu'en Italie, Bah oui. voilà, ça se fait. Rien de plus normal. Voilà. Et donc, j'ai été élevée avec ces règles, ces familles. Je viens d'une famille, mes grands-parents viennent de la terre. Ma grand-mère, elle savait pas lire et écrire. Mais il y avait beaucoup d'amour, beaucoup ouais, ça m'a apporté de voir ce clan familial, de voir toujours le travail. Mon père se levait à 5 heures du matin, il allait bosser. Il m'a appris les valeurs, il m'a appris qu'on travaille. Ses ouvriers étaient important, que sans ces ouvriers, il n'y avait pas lui le patron. Fallait avoir le respect de l'argent. L'argent, on respectait l'argent, on avait les valeurs des choses. Mon grand-père travaillait la terre, on avait nos poulaillers, on avait notre jardin. Moi, le week-end, je faisais les confitures. Enfin, on préparait l'hiver. Enfin, vraiment, j'ai été élevée dans ces valeurs-là avec les saisons. Que t'as gardé ça aujourd'hui? Moi, ça m'a construit aujourd'hui. Ça, c'est un truc. Tu le vois à quel niveau, cet héritage? Je le vois déjà ce que je vais apprendre de ma fille parce que la nature c'est hyper important et puis même je le vois aujourd'hui. Avant c'était des sujets pareils, la nature on s'en foutait. Aujourd'hui moi ça me manque de pas voir le lilas au mois de mars, de pas aller cueillir les fleurs préférées de ta maman. J'ai découvert et elle est morte en plus en cette période, elle a eu un beau bouquet de lilas, mais oui c'était des traditions et j'ai été élevée à la campagne avec tout ce que ça implique et qui sont je pense que des bases de la vie, quoi. Ouais. En tout cas, moi qui m'ont très enrichie. Bien sûr. Et ta maman, par exemple, était une femme douce avec elle-même. Je pose souvent la question sur les mamans, même si évidemment que les complexes ne sont pas genrés. Mais est-ce que tu as vu une maman souvent au régime, qui détestait les photos d'elle? Une maman un peu, pas compliquée, j'aime pas du tout ce mot, très aimante, mais qui a souffert pendant son enfance. Avec sa maman. Donc ça, je vais pas parler de ça, mais ça a été assez compliqué. Donc, elle a plus été élevée par sa grand-mère. Après, avec mon papa, c'est une génération où, il fallait travailler dur. Ma mère a amené son salaire, elle le posait tous les mois sur la table et lui donnait une pièce par jour parce qu'on devait acheter une maison, parce que, voilà. Ça, c'est la réalité. Donc j'ai une maman qui m'a beaucoup apporté, qui m'a dit ma fille, faut que tu dépendes de personne. Il faut que tu gagnes ta vie et que tu sois libre. Et ça m'a beaucoup aidé et porté énormément. Donc après j'ai vu une maman qui a dû souffrir, mais qui aimait mon père éperdument. Et mon père l'a accompagné jusqu'à la fin. Donc avec leur manière d'être, leurs engueulades, leurs choses, c'est pas toujours facile. Mais l'amour était là. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre. Et que mon père a toujours été le pilier, ma mère aussi, de la famille. Et on pouvait compter sur les uns et les autres. Et ça, je pense que ça apporte un peu de confiance en soi quand même. Bien sûr. Donc, tu as l'impression d'avoir démarré dans la vie quand même avec un socle. Solide. Tu te sentais prête à affronter la vie, tes rêves. Mes rêves et tout. Mes parents m'ont jamais dit non ils m'ont toujours fait confiance en étant derrière, évidemment. Parce que à checker, à gérer. Bien sûr. Mais il y avait des règles, je pouvais sortir, mais il fallait que je rentre à l'heure pour pas qu'ils s'inquiètent. Ce qui est normal. Maintenant, je suis mère, tu te dis, voilà, il y a des règles dans la vie. Bien sûr. Donc ça, les règles étaient très importantes. J'ai vu une maman, quand on reparle des régimes, qui avait un peu de sujet avec son corps. Je pense qu'elle n'était pas très heureuse avec elle-même, mais par contre, elle me l'a pas refilé, ce truc-là. Donc ça, c'est plutôt Comment tu penses c'est toi qui l'as pas chopé ou elle qui te l'a pas refilé? Je pense qu'un peu des deux. Un peu des deux. J'ai vu des choses que je me suis dit, mais moi, je prendrais jamais des médicaments pour maigrir. Je me trouve. J'ai appris à pas avoir de problème avec moi et mon corps, ce que je suis, j'ai aucun problème à me regarder dans la glace. Aimer la personne que j'aime avec ses défauts, qui vieillit. C'est beau. Après, on a tous des imperfections et je pense qu'il faut. Après, j'ai un mari formidable. Ça aide. Il a l'air formidable. Donc, forcément, ça aide aussi dans la confiance et de pas avoir ce rapport dans la séduction, tout ça qui peut aussi engendrer ce genre de choses. Donc, moi, ça m'a... Non, je peux dire, l'amour avec un grand A. C'est beau. Donc, par exemple, si aujourd'hui, on devait identifier un outil, quelque chose qui t'a aidé un peu, même à travers l'adolescence ou progressivement dans ta vie de femme, ta confiance en toi, elle est venue d'où? Elle est venue de Benjamin, ton mari, mes parents déjà, ma famille, mes grands-parents. Mes grands-parents qui ont été très, très présents. Ma mamie,
l'amie Anon, là, c'était, c'est quand elle est partie, je me disais, je me rappelle quand j'étais petite, je me disais, mais comment, j'imaginais même pas qu'elle puisse mourir. Enfin, Bah oui. c'est le truc, parce que c'était pas possible. Non, je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que il y a plein de choses forcément qui m'ont aidée à être la femme que je suis aujourd'hui, dont l'endométriose d'ailleurs. On va en parler. Ça, on va en parler. Parce que, ça t'apprend à connaître, je sais pas si à connaître. Ça t'apprend à en souffrir en silence et je pense que ça te donne certaines armes. À te rencontrer, à te rencontrer, à prendre un peu mieux ton corps, à gérer ta douleur, à gérer les autres. Il y a des moments, tu sens, on en reparlera, mais dans mon parcours, je chantais avec des gens, je pouvais pas en parler parce qu'ils n'avaient pas l'écoute, en fait. Ils n'avaient pas l'écoute. Mais c'est rare, une grande écoute. Parce que, mais c'est encore, on parle tous de sororité, des trucs, mais en fait, tout le monde t'écoute pas, en fait. Malheureusement pas. C'est ça le grand problème. Sensibiliser, parler, ça on sait, mais écouter. Ouais. Les gens ne s'écoutent pas, ça, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais l'endométriose m'a aidé quand même et qu'il y a plein de choses plein de choses qui ont participé. Exactement. Et je me demande toujours si c'est un cliché parce que moi je suis italienne aussi. Si évidemment, j'imagine que tous les Italiens malheureusement n'ont pas une confiance en eux au-dessus de la norme, sinon c'est force quand même. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans l'italianité qui est de l'ordre de la confiance en soi. Je sais pas, un rapport au corps, à la lenteur, au rythme. Je trouve qu'il y a des valeurs intrinsèques au pays que je trouve sont celles que je retrouve dans ma confiance en moi. Ouais, moi je pense aussi, je l'ai retrouvée avec une de mes meilleures amies, Delphina, qui vit en Italie et que j'ai retrouvé encore l'Italie, ça m'a jamais perdu parce que ma famille, forcément, mes grands-parents sont décédés. Et puis t'as plus d'attache aujourd'hui avec la famille de mes grands-parents et tout, un petit peu, mais plus de loin, pour être plus honnête. Mais du coup, je l'ai rattrapée avec c'est l'amie qu'on voit dans ton documentaire. Oui, Delphina Delettrese. Et du coup, je l'ai rattrapée avec elle et qui montre aussi ses vraies valeurs, la famille. Ah ouais, la famille. Famille, c'est hyper important. Je dis pas qu'en France la famille n'est pas importante, mais elle porte moins d'importance. C'est tu t'abandonnes pas tes parents, les enfants sont... Il y a ce socle... Il y a un socle solide, même dans la nourriture. Ouais, un respect du... je sais pas, je suis d'accord avec toi. Et les femmes sont des femmes très fortes en Italie. Parce que celles qui tiennent le pantalon, en vrai. Tu vois, moi, vraiment, je trouve que c'est... Je crois que c'est l'homme, mais non. Il y a des souffrances. D'ailleurs, il y a des très beaux films là-dessus, mais c'est quand même, la femme a une place très importante. Je suis ravie parce que je me posais cette question et je suis contente que ça résonne. L'Italie, on doit s'en inspirer dans ce sujet. Des valeurs la confiance en soi. Et toi, par exemple, ça ressemble à quand tu te dis cette personne, elle a l'air d'avoir confiance en elle, ça ressemble à quoi? Comment tu flaires ça chez quelqu'un? Je sais pas, je me pose. Tu te poses pas cette question? Non, je crois pas. Je me dis pas, cette personne, elle a confiance. C'est pas une lecture intéressante. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'on aime les gens qui doutent, surtout. Je sais même pas. Moi, j'aime les gens gentils, profondément gentils. J'aime beaucoup, beaucoup ça, entendre je pense que c'est une très grande qualité. Ah ouais, la plus grande, je pense. Et voilà. Donc après, le reste, quand tu vieillis, t'apprends aussi à trier. Puis à plus t'embêter avec des gens qui ne méritent pas. Et on va voir est-ce que l'endométriose, on va rentrer là-dedans, t'a permis aussi d'identifier tes your people et peut-être que... Non, parce que par exemple, à l'époque, quand je faisais des putafranges avec Tania, elle avait pas conscience et en fait, j'avais parfois mal, parfois j'avais un caractère parce que ça modifie aussi. On a du mal à l'imaginer quand elle dit ça dans le documentaire. Caractère et tout, je préférais faire mon job, être un peu plus exubérante, je sais pas, peut-être me donner une image qui n'était peut-être pas totalement moi, mais qui m'aidait à m'évader mais après, ça m'a pas permis d'enlever des gens ou pas. J'ai jamais été... non, ça c'est pas... Non, c'était comme ça, je sais pas comment dire, c'était comme ça. Non, mais c'est très bien. Mais donc, pour que nos auditeurs nous suivent un peu sur... donc, on a parlé un peu de ton enfance, l'adolescence, donc t'es dans le même endroit. Ouais. Tu arrives à Paris. J'ai 19 ans. Quand tu arrives à Paris, tu as 19 ans. Okay. J'ai 19 ans. J'emménage avec mon fiancé de l'époque. J'étais restée 7 ans.
Et lui, il est en école de cuisine. Et moi, je commence un job dans une marque qui s'appelle Unopio, qui était du matériel de jardin de luxe, qui appartenait encore à une famille qui venait de Viterbo, en Italie. Et du coup, moi, je suis arrivée un peu à accueil. J'avais vu une annonce. C'était place du marché Saint-Honoré. Donc, il y avait Colette et tout, mais je ne savais pas que c'était, dans les mêmes années. Et du coup, il cherchait quelqu'un pour l'accueil, mais qui parlait italien. Du coup, j'ai postulé et en fait, je me suis retrouvée parce qu'en fait, les magazines comme le Marie-Claire Déco, le Elle Déco, tout ça, à l'époque, allaient demander pour pouvoir faire du shopping, enfin des emprunts pour shooter les trucs. Et du coup, j'ai travaillé là-bas à peu près 8 mois et après... C'était chouette? Ouais. T'en gardes un bon souvenir? Ah bah oui, puis j'allais déjeuner tous les midis chez Colette. Au Water Bar. Au Water Bar, mais parce que c'était la place du marché Saint-Honoré, c'était les premières années. Je parle de ça, je sais pas, c'était en 99 ou en tout cas. C'était vraiment au bon endroit, au bon moment, en vrai. Sans le vouloir, ça s'est fait comme ça. C'était, voilà. Et après, je suis partie... mon amie, qui est toujours mon amie, mais comme une sœur, Marine, son beau-frère avait été associé avec Olivier et Isabelle Chouvet, qui avait la fabrique à l'époque et qui cherchait Isabelle cherchait une personne pour s'occuper des privatisations de leur lieu. Donc c'était un bar hyper branché où la journée c'était bar, brasse, flamencuche, le truc. Et le soir ça se transformait en boîte de nuit. Il y avait tous les DJ, genre Chloé, Yvan Smack, tout ça, qui venaient mixer dans ce lieu à la fabrique, une grosse programmation. Et moi, je m'occupais de ce lieu et j'ai travaillé avec eux pendant au moins 3-4 ans. Et quand t'es arrivée à Paris, t'étais déjà une teufeuse? Rien du tout. Je buvais pas de teufeuse, pas du tout. C'était quoi le rêve avant que ça commence? Je sais pas. Je me suis... Il y avait un objectif parisien? Non, non, mais c'était de construire ma vie, de rencontrer des gens, essayer de faire quelque chose de moi. Je savais pas trop. J'étais un peu, pas perdue, parce que j'ai jamais été perdue, mais souciante, j'étais là, voilà, je trouve ce job, elle me demande d'aller là, ok, j'y vais. Bon, en l'occurrence, c'était un endroit plutôt cool et assez branché. C'est là où je rencontre, il y avait Nova, Technicart qui venait là. C'est là où je rencontre Tania. Enfin, tu vois. Et comment pour qu'on inspire peut-être nos jeunes auditrices, nos jeunes auditeurs, quand tu dis je rencontre tous ces gens formidables, ils viennent vers toi? Dans ce bar, en fait, c'était le bar du soir où tout le monde venait, la Nova. Donc, Tania avait son émission avec Marc Alexandre à l'époque, Technicart venait et tout. Et on se retrouvait tous là. Mais comment t'arrivais à te faire Tania, je l'ai rencontrée parce que son fiancé de l'époque, je parle de Tristan, était programmateur, donc il travaillait avec moi de cette heure de musicale. Donc il y a eu Tristan, après il y a eu Vigo, et il y avait moi qui m'occupais des privatisations et on faisait du business ensemble, quoi. Et puis en fait, moi je me retrouvais là. Et t'étais un peu timide dans le Grand Paris? Non, j'étais un peu timide, puis j'étais arrivée avec des looks genre de la campagne, tu vois, j'étais un peu une dame. Ça devait donner un look champêtre sexy. Une dame. Elle m'a dit quand je suis c'était une dame toute parfaite. En fait, j'étais pas, j'avais pas les codes parisiens, tu vois. Mais ça devait te donner un je ne sais quoi. Exactement, je pense. Et puis c'est là, du coup, j'ai rencontré Aurore Dardenne, qui était la femme d'Yvan, une grande styliste à l'époque, qui est plus là aujourd'hui, qui est décédée, qui m'a pris en assistante. Donc je faisais du stylisme, je faisais DJ parce qu'on a créé les Putains Franges là. Après, voilà quoi, et je m'occupais de ce bar. Et cette période, t'en gardes un souvenir, c'était fulgurant. Ces 10 années-là, j'imagine, c'est de quoi, de 20 à 30? De 20, alors, non, de 20 à 24. Ok, les Putains Franges. Les Putains Franges, ça a commencé 2004 réellement. On a commencé 2003-2004, je crois, et ça s'est fini, 2007, on était en apothéose. Là, on était les plus connus. Et après, on s'est séparés vers 2010. Ok. Tu vois, pour te situer un peu les choses. Mais la fabrique, ça a duré, 3 ans, on va dire. Le temps, à chaque fois en vieillissant, tu sais, c'est toujours un peu... Voilà. Et après, je suis partie travailler à Nova. Nova Régie. J'avais monté ma structure parce que j'ai toujours été indépendante et j'ai toujours eu ma société. Ah, depuis le début? Début, ouais. Wow, ça, c'était précurseur. Events in the City. On adore. J'adore Events in the City. Donc, copywriteuse aussi. Cécile Tony a tous les talents. J'adore. Mais c'est bien trouvé, Events in the City. Et du coup, je faisais je travaillais pour Nova Régie. On avait fait les 10 ans du Transilien. Donc, je m'occupais de toute la programmation artistique et tout avec
Vito à l'époque. Et puis, on avait fait un festival de jeunes créateurs à Paris 2. Enfin, on faisait plein d'événements. Et de trucs chouettes et hype, même si le monde dégoûtait un peu. Chouette, on racontait, on créait des projets assez originaux pour certaines marques. Et puis, je faisais du stylisme à côté. Puis, je continue après les putes à franges. Les putes à franges, pour celles et ceux qui nous écoutent, donc c'était un duo de DJ. Au début, on a fait 4-3-2, 4-3-2, parce qu'après, il y avait au début, on était 4 quand il y avait. Je me rappelle pas. Bénédicte, Jessica, Tania et moi. Ok. Et puis après, chacune, Jessica et Bénédicte sont parties faire autre chose. Et il est vraiment resté Tania et moi. Et c'est nous qui avons été plus vraiment en avant. Ouais, voilà. Okay. Parce que Tania, elle faisait la télé, enfin les Nova. Après, elle a été au Grand Journal. Et moi, j'avais fait une collab pour Lancel, où j'avais créé une ligne de sac. C'était Cécile Tony by Lancel qui avait été en exclu chez Colette en 2007. Et puis après, ensemble avec Tania, on a fait une collection pour Mage. Pareil en exclu chez Colette. Ce qui était énorme à l'époque, de collaborer avec Mage. Oui, à l'époque, c'était très fort. Et puis, on a fait aussi un album pour Madame Figaro qui s'appelait Madame M. On a fait chanter 13 comédiennes françaises. Rechanter des tubes des années 80, donc des reprises avec... il y avait Nathalie Baye, il y avait Emmanuel Béard, il y avait Johanna Price, il y avait Emma de Caunes, j'en oublie. Que des filles chouettes. Et c'était des reprises des années Clotilde Courreau, des années 80, et on avait travaillé avec Bertrand Burgala. Voilà, avec Alfred Schmitt du Madame Figaro. Oui, on faisait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tu gardes quoi comme sens? Est-ce que c'était une période où tu faisais la fête jusqu'à pas d'heure tous les matins? Est-ce que c'est flou pour toi comme période? Est-ce que c'était une période saine? Est-ce que c'était un peu alors non, je peux dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois, mais j'ai toujours moi été tous les sens, mais très les pieds sur terre. Mais comment? Non, et c'est quelque chose qui se ressent. Mon Capricorne, je sais pas. Non, mais certainement. Je sais pas. Ou peut-être parce que justement mes parents m'ont donné. Ça a été vertigineux parce qu'on a eu franchement. Enfin, nous au début, on a commencé fabrique dans les endroits gays. C'est les gays qui ont mixé dans des caves. C'était génial, quoi. On passait notre musique. Les DJ importants nous faisaient confiance et nous donnaient leur première partie. Oui, c'était très léger comment vous avez commencé. Léger. Nous, on était hyper heureuses de pouvoir. On n'était pas des DJ, on passait des disques dans un milieu d'hommes quand même. Il faut quand même ça se le rappeler. À l'époque, avec un nom quand même, on était là, nous on rigolait de s'appeler des. Pourquoi ce nom? Toutes les deux, vous aviez des franges et. Pas du tout. Ah, vous aviez pas de franges toutes les deux? Non, moi j'en avais une et Tania s'en est créée une après. Ah, c'est ça. Okay. Mais non, c'est un copain en fait. Parce que j'étais avec une femme qui s'appelle, je vais pas tout raconter toute ma vie, mais lesbienne qui s'appelle Anna La Chocha, qui est cubaine-américaine. Et un jour, elle nous fait mixer à la fabrique et une soirée. Et puis elle dit mais comment vous allez les appeler? Et nous on fait pourquoi pas les putes à franges. Il y a un autre copain, le colocataire de Tania, qui rentrait du pulp et qu'à fois il ramenait des copines. Alors, à l'époque tu peux plus dire ça. Il disait mec j'ai sorti qu'une pute à franges. Et on trouvait ça trop drôle. Et on lui dit, on va s'appeler Putain franche, il fallait un nom. Et en fait, elle l'a écrit en un seul mot. Et on a dit, mais c'est génial. C'est génial. C'est parti de là. Mais tu vois, on n'a même pas réfléchi à la. Mais c'est l'insouciance de ces années-là. Enfin, et je pense que les gens ont vachement adhéré au nom. Ouais. Et ont adhéré aussi sur le fait qu'on était hyper fraîche. En fait, on arrivait avec Tania, on était hyper spontané. On passait du jamais vu. On était très éclectique. On n'avait pas spécialement la technique. On l'a appris avec le temps et à force de faire. Et ça aussi à force d'avoir confiance en soi. Ouais. Et il y avait une certaine légèreté qui sortait de nous, une culture aussi musicale. On diffusait, je pense, l'énergie et que les gens avaient envie de ça à ce moment-là, tout simplement. Très libre. Et c'était l'émergence des marques de luxe. Les groupes commençaient, Kering, LVMH, tu vois, 2007, 2006, 2007. Et du coup, c'était sympa. Ils prenaient deux petites nanas, ils pouvaient les habiller. Ouais. Et on parlait les premières influenceuses, vraiment. On faisait danser les jeunes, les branchés, les vieux. Enfin, on était vraiment très accessible aussi. Et c'est vrai que grâce à ce métier, qui était pour nous pas du tout un métier, tu vois. Moi, je l'ai plus pris comme un business que Tania, parce que du coup, je gérais les bookings et tout, et je me suis rendu compte que ça devenait plus important qu'on le pensait. Et c'est ça qui vous a barbé un peu de le. Il y a eu, et puis on voyageait dans le monde entier, c'était hyper fatigant, on s'économisait pas, on aimait boire du champagne, on rigolait, on faisait la fête. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on va peut-être en parler, on saute un peu les questions, mais il y a un moment où
où il y avait Tania qui faisait aussi la télé et tout. Je pense que c'était un peu beaucoup pour nous deux. Ok. Mais du coup, finalement, à ce moment-là, s'enclenche beaucoup des thématiques dans le sens que ta maladie à ce moment-là te fait beaucoup souffrir, si j'ai bien compris. Alors ma maladie à ce moment-là, elle est en fait, j'ai eu dans mon parcours donc 12 ans les premières règles douloureuses. Ouais. Tout vers 18 ans, on m'a diagnostiqué, j'ai eu une sorte de salpingite aiguë assez importante. Comment tu appelles ça, une salpingite? Je connais pas ce terme. C'est une infection des trompes en fait. Ok. Et dû à quelque chose en particulier? On sait pas. Okay. Maintenant, je te dirais dû à l'endométriose, mais à l'époque, il n'avait pas diagnostiqué l'endométriose. Et donc, j'avais toujours cette sensibilité, toujours ce problème au niveau du bas-ventre, de ma partie intime. Ouais. Et du coup, je vivais avec. Et donc, beaucoup de douleurs sous pilule continue. Mais malgré tout ça, des douleurs, des changements aussi de comportement. Enfin, tu vois, ça jouait beaucoup sur l'irritabilité, exactement, qui pouvait parfois me faire passer pour quelqu'un de pas sympathique, mais pas du tout. C'est juste que en fait, j'avais des moments où je souffrais plus que d'autres, mais c'était entremêlé avec ma vie d'artiste, donc les sorties, le travail. Enfin, tu vois, tout était. Je me plaignais pas parce que j'avais une belle vie dans le fond. Tu vois, j'étais hyper heureuse parce que je vivais de ma passion. Enfin, j'avais, alors j'aime pas ça parce que j'aime pas ce mot-là, mais une petite célébrité à Paris. Clairement. On kiffait, on voyageait, on faisait le festival de Cannes. Enfin, tu vois, c'était cool. Mais t'étais heureuse? Parce que sur papier, ouais. Je me suis jamais posé cette question. Si, je me suis posé la période la plus difficile de ma vie, c'est justement, elle s'est entremêlée avec le succès aussi des Putafranges. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un moment où ça s'est arrêté, c'est avec la maladie de ma maman. Okay. C'est qu'en 2008, tu vois, 2009, on a fait Madame Figaro, et c'était la même période où ma mère a été diagnostiquée au début d'un cancer du côlon et après un cancer du cervelet, où elle a été opérée, on lui a enlevé sa tumeur au cervelet, et là, il y a eu une autre personne qui est arrivée dans ma vie, qui était ma deuxième mère, parce que après cette opération, je n'ai jamais retrouvé ma mère comme elle était avant, parce que c'était très lourd, et qu'il y a eu, elle est morte en 2016, il y a eu 9 années très 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 compliquées. 9 années pour faire un enfant, 9 années pour faire sa maman. Présent, non, mais c'est un miroir, je trouve. Et est-ce que, peut-être la question est trop intime, mais est-ce que la maladie de ta maman était liée au fait qu'elle souffrait d'une endométriose? Alors, je l'ai su après, c'est en parlant avec mon père. Tu sais, les angles se délisent quand tu commences à en parler, mais mon père me l'avait pas dit naturellement et tout. Quand ma maman on lui a enlevé sa tumeur au côlon, ils ont dû faire une ablation totale parce qu'elle était positionnée dans un endroit, donc ils enlevaient l'utérus et tout. Et le professeur qui a opéré ma maman a dit à mon père, mais vous avez un enfant, parce qu'avec l'endométriose qu'elle avait, tout était colmaté. Mon père me dit ça. Des lésions partout, quoi. Je dis, mais putain, c'est fou. Et c'est vrai qu'elle se plaignait de mal de ventre, de règles aussi comme moi. Donc, elle s'est dit, t'as regretté ça de ta fille, mais elle avait jamais été non plus diagnostiquée. Tu vois, donc, tout ça, c'est plus tard, en fait, que tu le sens. Et donc, voilà. Et puis après, quand il y a eu l'opération de la tumeur au cervelet, oui, ça a été dur quand on t'annonce 2 mois, 6 mois, 9 mois. Aujourd'hui, dans les protocoles de cancer, on fait plus ça. C'est le chemin de vie. À l'époque, on te donnait des dates. Tu vois, le professeur Parker, qui est un homme incroyable, qui a décidé d'opérer ma mère. Quand tu es face à lui et je suis la fille, et on dit votre mère, moi je veux bien essayer de l'opérer, mais je lui donne 6 mois. T'es là genre, waouh, 6 mois, moi j'ai 30 ans, mais je veux pas que ma mère elle meure tout de suite, en fait. J'avais pas programmé ça là maintenant dans ma vie, quoi. Vous me donnez des 6 mois, et j'étais très en colère de ça. Et ma mère, je pense qu'elle s'est vachement battue parce qu'elle savait que j'étais pas prête à ce que ça arrive tout de suite pour moi. Et du coup, elle a fait, tu vois, 3 semaines de réa et tout. Et je l'ai accompagnée chaque jour, on l'appelait. Et c'était là, je disais, je me rappelle avec Benjamin et son frère, ils m'ont sauté sur le lit, genre, tu dois te réveiller, quoi. Ah ouais. Tu dois te réveiller. Je pouvais pas la laisser partir. Non, parce que j'avais pas, il me manquait encore les ressources. Et en 2016, quand on n'est jamais prête, mais est-ce que tu l'étais un peu plus? C'était beaucoup plus. C'est-à-dire que c'était un parcours très long déjà pour elle. Énormément pour elle déjà. Son courage, moi, la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie, c'est le courage de ma maman. Bataille. Et elle l'a fait vraiment pour moi. Vraiment. C'est beau. Vraiment pour moi. Et 2016, oui, ça a été pour elle déjà
elle souffrait beaucoup et qu'à la fin, en fait, on s'est mariés en 2013 et de 2013 jusqu'à 2016, elle était complètement alitée, elle pouvait plus marcher, ça a été compliqué aussi. On voit cette image sublime dans le documentaire d'elle en chaise roulante à ton mariage. Parce qu'en fait, le cervelet, on t'explique, et je pense qu'il nous l'avait dit et que tu veux pas entendre encore une fois, parce que aussi il y a ça, ce que disent les médecins, parfois t'es pas prêt à les entendre, donc tu les anesthésies complètement. J'étais pas mal anesthésiée dans ma vie, sur mes douleurs, sur ce qu'on m'a dit, et c'est vrai que maintenant ce professeur m'avait dit attention, le cervelet c'est l'équilibre, donc on touche à l'oreille interne, à l'équilibre, donc forcément, et c'est vrai que du coup, elle a perdu son équilibre. Mais c'est fou parce que moi je sais même pas, du coup j'apprends des choses et j'espère que nos auditeurs aussi, je n'ai jamais entendu parler du cervelet moi. C'est tout derrière et ça touche l'équilibre, la continence, tout ça, c'est très important. Donc voilà, ça a été cette période. En fait, il y a eu un moment dans ma vie où tout s'est... C'était 2008, quoi. C'était 2008-2009 et c'était aussi les putains-franges, la séparation. Puis ça a été parce que moi, j'avais pas de place. Je devais continuer à vivre, à faire mon travail, gagner ma vie. Bien sûr. Mais j'avais ma maman, la personne que j'aimais le plus au monde, qui était en train de passer de l'autre côté, et un papa qui était démuni. Compliqué. T'es fille unique. Fille unique. Ouais. Très compliqué. Mais une question que je me pose souvent, et peut-être qu'en tant que présidente d'Enfants Endométriose, en vrai, j'ai enfin l'occasion de la poser, c'est que je me suis souvent demandé à quel point l'émotionnel jouait un rôle dans les crises et la maladie de l'endométriose. Et est-ce que toi, c'est une coïncidence que j'ai l'impression que la maladie, c'est peut-être que je me trompe, accélérée au moment où tu bataillais très douloureusement avec la maladie de ta maman? Et est-ce que toi, t'as l'impression que il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là dans ta tristesse, que ça s'est... Oui, je pense. C'était aussi une période où je voulais faire un enfant, tu vois. J'avais rencontré mon mari en 2004. Il y avait un désir d'enfant qui n'arrivait pas. Des diagnostics pas révélés bons. On m'a fait faire des inséminations. Enfin, tout se conjuguait, en fait. J'avais envie d'avoir un enfant. Ma mère était malade. Je pouvais pas, du coup... j'avais ce problème d'infertilité, mais qui n'a jamais été posé, diagnostiqué réellement. Il a fallu que je sois opérée par Chrysoula en 2016 aussi. Il y a des dates comme ça. 2016, ma mère est morte le 16 mai. Je t'ai opérée le 13 décembre. Et... la vie et la mort. Tout s'est un peu entremêlé et qui m'ont aussi dû faire aussi des choix, mais qui ont arrêté un peu mon élan professionnel aussi, je pense, qui ont été, je devais me consacrer aussi à ma maman, et c'est vrai que parfois je me disais, parfois j'allais à la campagne et j'allais voir ma maman qui était alitée dans des situations quand même, la faire manger. La changer, et puis le soir j'allais mixer, quoi. Tu vois, c'est fou t'allais en Fashion Week, tu vois. Ouais, c'est un peu quand même... Et tu dissociais complètement ces deux parties de ta vie, ou tu parlais de ta maman à tes amis? Si, j'en parlais, bien sûr que je parlais de ma maman à mes amis, bien sûr, mais tu sais, souvent, dans les soirées, quand tu dis, tout le monde te dit, ça va bien, tu dis, ça va mal, tout le monde te fait, ok, je me casse. Ouais, bien sûr. Donc, oui, j'avoue, je suis très honnête, avec 2 verres, je terminais souvent à pleurer, quoi. Bien sûr. Parce que j'avais un trop plein d'émotions, plus ce qui me rongeait à l'intérieur de moi. Ouais, ça a été beaucoup d'éléments pour une seule personne. J'imagine. Et tu pouvais parler à ta maman, ou l'atteinte du cervelet faisait... Non, je pouvais parler, mais il y a eu quoi? Honnêtement, il y a eu peut-être 1 ou 2 ans où non, j'ai vraiment eu une deuxième personne. Je me rappellerai toute ma vie. De qui elle a été... avant au Kremlin, avant de se faire opérer, et c'était la veille de sa grande opération, qu'on lui a rasé la moitié de la tête, et j'ai quitté une maman et j'ai retrouvé une autre maman après 3 semaines de réanimation et les premiers pas, et il y avait un truc qui n'était plus la même chose. Mais c'était ma maman, mais c'était plus la même. J'imagine. Vous pouvez plus avoir les mêmes rapports. Elle était déconnectée d'une certaine manière. Puis après, il y a eu les rayons, il y a eu les chimios, on a essayé de se battre pour aller dans des centres de rééducation, mais les centres de rééducation, ils disaient, madame, c'est le cervelet, on peut rien faire. Donc tu vois, ça a été très compliqué pour notre famille.
Et est-ce que, pareil, peut-être que la question est maladroite, mais est-ce que ça convoque la même force d'accompagner quelqu'un dans la maladie que de vivre la maladie, je veux dire, de vivre en tout cas le combat que tu as vécu toi pour faire un enfant? Est-ce que c'était des forces différentes? Est-ce que tu as l'impression que c'était la même Cécile? Non, c'était la même Cécile, je pense. Je pense que ça m'a aidé aussi tout ça. Moi, je pense que quand on reparle de confiance en soi, je pense que tout ça t'aide à avoir confiance en soi. Je pense que ça m'a... Puis moi, j'avais quelqu'un qui se battait au quotidien pour rester auprès de moi. Moi, je devais pas ne pas me battre de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'a aidé aussi à me battre. Je me dis, ouais. mais je veux être mère, j'y arriverai en fait. Ah ouais. J'y arriverai parce que, pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais je vais y arriver, même si parfois j'ai perdu espoir. Mais t'as toujours su que ça allait intimement arriver? Il y a des moments où j'ai quand même perdu. Je suis très honnête. Il y a surtout quand tu vieillis et que on en reparlera par rapport au documentaire, mais mes 41 ans étaient quand même un moment où je me suis dit là, ça va être compliqué. Ouais. Mais la vie en a décidé autrement et ma bonne étoile a fait qu'on y est arrivé. Ouais. Mais parce que j'ai beaucoup aussi persévéré et puis j'ai vu aussi encore une fois quand tu dis ce que tes parents t'ont laissé, ma mère m'a laissé beaucoup de courage et elle m'a appris à se battre. C'est fou. À se battre. Vraiment à se battre, mais pas à donner des coups, à se battre pour soi, à se battre pour avancer. C'est pas du tout la même chose. Moi, je n'arrive pas en donnant des coups. Jamais donné des coups. On m'en a beaucoup donné. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'en ont donné. C'est vrai, tu disais qu'on t'en a beaucoup donné? Ouais, moi, il y a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. À la période tous les putafranges, beaucoup de jalousie. Parfois, tu vois, Tania, elle avait sa place. Elle était légitime, elle faisait de la radio, les trucs. Moi, je me demandais ce que je... bien sûr. Mais les gens sont pas très sympas, tu sais. Il y a une sorte toujours eu de jalousie qui régnait comme ça au-dessus de ma tête. Parfois, j'en ai souffert. Et maintenant, je le remercie. Je remercie tous ces gens qui ont été jaloux parce que ça m'a beaucoup aidé, en fait, à avancer et au contraire... Mais c'est fou qu'on t'ait pas corrompu. Après, je suis entourée de gens très gentils, je sais à quel point la gentillesse est partout, mais dans ce monde quand même très mondain, parisien qu'on connaît, il t'a pas avalé. Et on en revient aux valeurs folles de tes parents ou c'est ton mari aussi, c'est que ton mari, t'as rencontré à quel moment? À 2004, tu vois, on avait 26 ans. Ok. Donc il t'a aussi. Ouais, parce que moi, j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer. Aujourd'hui, qui travaille, on a la boîte tous les deux, on a le bureau tous les deux. Enfin, il a toujours été là. Il m'a accompagné dans notre parcours de PMA. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, comme dit ma mère, la première fois qu'elle l'a rencontré, elle m'a dit, tu as trouvé ton René. Oh, ton René de Céline Dion, j'adore. Donc voilà, j'ai trouvé ton René. Donc voilà, et ça, oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. La chance, on se la provoque aussi. La chance. Un jour, je me rappelle, j'étais même si elle m'a dit mais les chances, c'est aussi vous qui se la. Bah oui, c'est ce que j'entends moi. Donc on a réussi à construire un couple solide avec des vraies valeurs, avec une vraie famille. Et ce qui nous aide aussi, tous les deux, à avancer dans la vie, et ce qui m'a énormément aidé à me foutre de tout ce qui se passait autour de moi. Moi, j'avance pas pour les autres, j'avance pour moi et les gens que j'aime. Vraiment. Vraiment. Et encore plus en vieillissant, j'ai plus envie d'être emmerdée, j'ai plus envie d'être vampirisée par des gens qui m'ont vampirisée et qui m'ont fait perdre parfois ma confiance en moi parce que c'était eux qui étaient mal, en fait. Moi, tu penses à quelle typologie quand tu penses à ces... des gens que j'ai croisés, qui étaient des amis, soi-disant. Tu sais, dans la vie, t'as tes 30 ans, t'as plein d'amis. T'as plein. Il y a beaucoup de gens. Puis quand t'as un peu succès, t'as plein d'amis. Parce que t'es rigolote, parce que tu sors, parce que ce truc et tout. Et puis après, la vérité, quand tu c'est une pyramide. Puis après, tu te rends compte, qui sont tes vrais amis? Et dans la difficulté, dans le truc, j'ai rencontré, j'ai vraiment mes vrais amis aujourd'hui. Mais j'ai aussi rencontré des gens fantastiques que j'ai perdus de vue, mais qui resteront toujours dans mon cœur. Toujours. Sur ce chemin, j'ai rencontré des gens incroyables, à qui je pense parfois, mais que j'ose pas rappeler parce qu'on a perdu le contact, mais qui sont là. Mais qui sont là, qui ont été super, qui nous m'ont accompagné parfois dans des moments difficiles, qui ont su m'écouter. Donc il y a tout, ce qui construit justement bien sûr la personne qu'on est. Ok. J'adore parce que normalement j'ai des squelettes très précis, mais j'ai envie de poser tellement 3000 questions que acceptez, mes chers auditeurs, on est dans la jungle. Si on revient donc comment tu te retrouves à prendre la tête d'enfant endométriose? Alors, c'est un endométriose. Moi, j'ai été diagnostiquée réellement et opérée de l'endométriose par Chrysola Sakharopoulou, qui a créé cette association et qui était
médecin chirurgienne spécialisée dans l'endométriose. Okay. Donc moi j'avais ce problème-là, donc j'en parlais et une amie journaliste, Catel, m'a dit écoute, on vient de faire un sujet sur une association avec Julie Gaillet qui s'appelle Info Endométriose. J'ai rencontré cette médecin, elle est incroyable, va la voir. Ok. Alors, j'avais eu déjà des rendez-vous avec... Oui, j'imagine que... Non, mais j'étais plus un médecin après. Je dis, ouais. ok, t'as raison, Catel, j'y vais. Et là, je rencontre donc Créchoula. Et là, elle regarde mon dossier. Donc, je viens avec tous mes anciens dossiers. J'avais déjà eu des célioscopies. Donc, je viens avec mes anciens dossiers et tout. Et là, elle me regarde et tout. Ok. Donc, elle me fait faire des examens bien précis. 2 examens, une échographie pelvienne chez ce médecin et une IRM chez un autre médecin. Et là, le diagnostiquant, elle me dit, écoutez, vous avez une endométriose profonde, il faut opérer très vite. Je dis, pardon, donc je suis allée la voir, c'était en octobre, en novembre, je retourne, et le 13 décembre, elle me dit, il faut que je vous opère, il faut que je enlève toutes les lésions que vous avez au niveau de votre utérus, les ovaires, le cul-de-sac de Douglas, partout, j'en avais partout. Et du coup, elle m'opère pour essayer d'avoir la chance d'essayer naturellement d'avoir... Parce qu'il faut savoir que tu essayais depuis combien d'années? J'ai essayé, on a commencé vraiment à se mettre, à faire les premières inséminations et tout. C'était après le mariage. J'avais déjà arrêté mes pilules, tout ça. Donc, je prenais plus rien depuis, 2010. Truc comme ça. 2014, je suis allée voir un premier ou 2000, c'est marié. 2012, je crois que j'ai commencé. Après, on a arrêté, on s'est marié parce que le projet n'arrivait pas. 2014, je m'y suis remis. 2016, j'ai été opérée. Mais en fait, le projet ne marchait pas parce que c'était sur un terrain. Parce que déjà, quand je suis arrivée, elle m'a dit que vous pouvez pas avoir d'enfant. Là, ça sert à rien de faire des traitements. Ça sert à rien avec tout ce que ça ne marchera pas. Là, il faut vraiment opérer. Là, c'est urgent. Pour déjà vous soulager de vos douleurs, ça le dit. J'avais des douleurs énormes et plus ça allait, plus en fait, comme j'avais arrêté mes pilules, j'avais mes règles parce que c'est que l'endométriose vient chaque mois avec les règles. Donc normalement, c'est pour ça qu'on met des pilules continues parce que ça fait des pansements pour éviter que l'inflammation se développe chaque mois. Et du coup, dès qu'elle m'a opérée... T'as eu peur de te faire opérer? Il y avait des risques? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, j'entends encore, alors que la sensibilisation, tout ça commence à vraiment aller dans le bon sens, encore des gens qui ont peur de l'opération. Le premier risque, c'est que tu travailles avec une poche et ton caca sur... Ça, c'est le premier risque. Oui, parce qu'en fait, c'est tellement délicat. Ils vont par cellio, ils vont gratter toutes les lésions, en fait, qui sont là où elles sont placées sur tes organes. Et du coup, oui, ça peut... Mais t'as hésité, du coup, ou toi, c'était moi, je crois qu'elle a vu, elle a dit, elle n'a pas le choix, il faut l'opérer. Il y a eu le mari, elle dit, elle signe, elle va. Et quand je suis arrivée à l'hôpital 2 jours avant, ils m'ont fait faire un lavement. Elle m'a dit, j'ai dit, attends, vous m'avez pas parlé de la poche. Donc, elle est allée très progressivement. Le risque aussi, c'était la vessie, parce que j'avais eu 4 célioscopies avant, et j'ai la vessie qui avait été un peu endommagée, donc je pouvais aussi avoir des problèmes d'incontinence, que la vessie ne fonctionne pas normalement. Oui, il y a des risques. Et puis moi, j'avoue aussi, c'est que ma mère était décédée le 16 mai, et j'avais l'impression que j'allais aller rejoindre ma mère. Ah ouais? Ouais, j'étais vraiment, je me rappelle quand je me suis réveillée, alors, ils m'ont donné, tellement que tu souffres. Moi, ils m'ont enlevé, donc du coup, ils m'ont opéré d'urgence parce qu'ils ont dû m'enlever la trompe qui était complètement atrophiée. Donc, elle m'a enlevé ma trompe droite qui était totalement atrophiée. C'est pour ça qu'il fallait vite opérer parce que ça pouvait devenir dangereux. Et j'avais une espèce de liquide aussi, hydrophalie, je sais plus comment ça s'appelle, qui pouvait aussi porter. C'est pour ça qu'en fait, je pouvais faire toutes les inséminations, tous les trucs, parce que tout était pourri. Fallait l'enlever, tu vois. Et du coup, oui, il y avait pas mal de risques. Et mais ta maman t'a donné cette force de... j'avais peur d'aller la rejoindre. Je sais pas, j'avais très peur. Je me suis dit, je vais jamais me réveiller, je vais partir. Et sous morphine, kétamine, ce qui m'a donné tellement de trucs. J'ai vu ma mère venir à l'hôpital me dire, t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Je me rappelle. Mais c'est parce que j'étais dans une... la drogue, quoi. Très réceptive, en tout cas, peu importe. Mais voilà, et c'est vrai que ça a été. Mais après ça. Donc, tu te réveilles. Donc, je me réveille, Créchoula moi-même, mais je savais pas que c'était, si, elle me l'avait dit. Et du coup, Julie me rappelle et me dit, écoute, Cécile, viens, on va déjeuner. Et elle m'emmène au ministère d'égalité des droits des femmes et d'hommes. Et du coup, il y a Créchoula qui signait justement une convention entre ce ministère et l'association Enfants Endométriose. Donc là, je revois Créchoula, elle me dit, mais
Et je dis, je connais Julie. Et du coup, j'ai commencé à travailler en tant... Mais la vie. Et j'ai commencé à être bénévole pour l'enfant endométriose. Et du coup, Julie me dit, mais tu devrais, t'as un réseau, les filles et tout, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on trouve des outils, en tout cas. Et donc, j'ai commencé à m'investir, mais complètement. C'est devenu même maladif. Il y a cette phrase dans le documentaire que j'ai notée, là, je le prends comme un enfant. Et ça m'a bouleversée. C'est que c'était ton enfance. C'était un truc, je me suis dit, j'en ai tellement souffert. J'ai tellement pas été entendue. Même pas, j'en parlais pas. Il faut que ça change, en fait. Il faut que ça change. Et j'ai une femme qui m'a sauvée, parce qu'elle m'a vraiment, j'ai senti la différence avant et après l'opération. Et qui m'ouvre peut-être l'opportunité d'être femme, de tomber enceinte, et en plus d'aider les autres. Et du coup, j'ai mis toute ma créativité, j'ai réuni des femmes autour de moi qui ont bien voulu s'investir dans ce projet, dans la communication. C'est-à-dire, au début, je me rappelle qu'en 2017, quand j'appelais les journalistes et tout pour la semaine de l'endométriose européenne au mois de mars, je leur disais, faut faire un sujet. Elle me dit, sur l'endo quoi? Tu sais, l'endométriose, une femme ça touche une femme sur 10, une maladie liée aux règles, chronique, nanana, et tout, et tu développes. Et puis, non. Et puis, après, on a commencé à faire du contenu sur Instagram. On a lancé l'Instagram. J'envoyais à mon réseau, des femmes qui ont bien voulu reposter, des femmes influentes. Je m'en rappelle. Puis on a fait des documentaires avec je remercierai jamais assez Johanna Bedeau qui a accepté de faire les documentaires, et on a fait c'est la première fois qu'on donnait la parole. C'est des personnalités c'est une fiction, et c'était issu de témoignages réels, et qu'on mettait vraiment des mots sur la maladie dans la société. En fait. Une femme un homme, on a donné à un homme, on a donné à une femme dans le milieu du sport, à chaque fois dans le travail, des thématiques. Donc il y a eu Johanna Price, Julie Gaillet, Camille Chamou et tout, qui ont donné leur Anna Mouglalis, qui ont donné leur temps déjà, et de faire ces documentaires pour femmes. Et ces visions, ça sortait vraiment pas des documentaires, des spots. Et on redonnait leur image pour faire des spots pour sensibiliser, et on les a réussi à les faire passer au MK2. Je remercierai jamais MK2, mais Vision et tout, qui ont accepté ce partenariat sur, à l'époque, une maladie qui était complètement, et ça c'était en 2019, je te raconte même pas en 2017 comment c'était compliqué. Et j'ai eu plein de femmes autour de moi. Je pense à Charline Andrea d'Allégorie Studio, je pense à Elsa Mus, je pense à plein j'en oublie beaucoup, Tania aussi a été là, mon mari était là, qui m'ont beaucoup soutenu et aidé à ce qu'on puisse ensemble faire des témoignages, tous les podcasts que j'ai pu faire, toutes les filles qui ont témoigné. C'est énorme. Parce que les gens se rendent pas compte, c'était tout ça bénévole. Évidemment, je gagnais 0. T'as jamais été rémunérée chez Endométriose, c'est fou. Je peux pas, après, Krichoula a fait de la politique, elle est devenue députée européenne, et du coup elle m'a demandé d'être la présidente, donc je suis très accompagnée aussi de mon vice-président, ma vice-présidente, et du coup ça a été beaucoup de travail, en fait. C'est beaucoup de boulot, colossal. De faire des campagnes, c'est beaucoup de travail, oui. Et ça te mettait pas même si tu savais que tu faisais du bien et du bon, t'étais pas en colère de devoir aussi faire ce travail épuisant par moment? Alors en colère, non, jamais. Mais à un moment, j'ai dit stop. Parce qu'il y a un moment aussi, j'ai travaillé sur la stratégie nationale en 2021. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais enceinte. Et puis après, je dis très honnêtement, vu que ça prenait quand même beaucoup de mon temps, moi j'avais aussi le bureau à développer. Puis à un moment, mon mari m'a dit, il faut que t'arrêtes là, il faut qu'on arrête, parce qu'il faut qu'on pense à notre vie. Et qu'on a un bureau, on a des salariés, il faut faire marcher, bien sûr, bouillir la marmite, comme on dit. Sûr. Et qu'à un moment, tu peux pas être partout, et tu as beaucoup fait. Le rôle d'Enfants Endométriose, c'était une association de sensibilisation, d'information sur l'endométriose. Le travail a été fait. La mission, c'était de faire sortir le mot de l'ombre. Je pense qu'on l'a fait. On l'a fait. On a travaillé sur la stratégie nationale, accompagné des 2 autres associations de patientes, Endo-France et Endomagne, avec qui on a fait un travail énorme. Qu'on continue à faire sur la stratégie nationale. On est consulté, on a eu un rendez-vous au mois de mars, on en a eu un autre au mois de novembre, où toutes les actions qui ont été mises en place dans le cadre de la stratégie,
la DGSO nous donne un rapport et nous, on dit ce qui est les points forts, les points faibles et ce qu'il faut corriger. Il y a la recherche, il y a un PEPR qui a été mis en place sur la recherche, à la fois sur l'infertilité couple, parce que l'endométriose, une cause d'infertilité, et sur la maladie de l'endométriose, donc il y a la recherche fondamentale avec l'INSERM qui est en place. Donc, quand j'entends des gens qui disent oui, c'était juste un coup politique, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Alors, ça a été repris, évidemment, mais par tous les partis. Ouais. Moi, je ne citerai pas, j'en connais qui ont repris l'endométriose, qui étaient là à l'Assemblée nationale. Et en fait, nous, on les a convoqués, on leur a déjà... jamais ils ont répondu à nos courriers, et puis on n'avait rien à faire. Par contre, bien sûr, ça a été annoncé dans le cadre le 11 janvier 2021, si je me trompe pas, c'est par le président de la République. Donc, forcément, ça a fait politique et polémique, parce que c'était un sujet qui a été très médiatisé politiquement, et ça m'a à la fois, j'étais heureuse parce que ça a fait un coup de projecteur sur une maladie, et il y a eu une stratégie nationale, mais les gens ne se sont pas réjouis qu'il y ait une stratégie nationale. Alors ça pouvait être les deux à la fois. Ça va jamais, en fait. Ça va jamais. Aujourd'hui, dire que le gouvernement ne met pas en place les actions qui doivent être menées sur la stratégie nationale, c'est faux. Il y a 69 actions qui sont menées aujourd'hui, qui ont été menées, 50 sont en cours et 4 ne sont pas du tout développées. Je ne vais pas toutes les citer, mais des filières avec l'ARS qui ont été créées. Il y a les 3 associations maîtresses dans cette stratégie afro-endométriose en France, en Allemagne. On a des rapports. C'est quelque chose qui... Ils ont 5 ans pour le faire, ils sont en train de le faire, et on devrait se réjouir en tant que femmes que ça soit en place, en fait, que cette maladie soit en place. Du coup, il y a aussi des actions pour la ménopause. En fait, le sujet de la santé des femmes... On a apporté d'autres. Et elle est... Alors, évidemment qu'il y a encore des problèmes. La formation des médecins, oui, c'est un gros problème. Mais c'est très compliqué. C'est long, j'imagine, à mettre en place. Mais il y a des filières dans les régions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, le milieu de la santé, on le sait très bien, ne va pas bien. Donc, c'est aussi... Vous voyez ce que je veux dire? Faut contextualiser. Il faut pas faire non, ça va pas, c'est faux. Dire que qu'il y a des choses qui ne sont pas faites, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu dis à la phrase qu'on entend souvent, que si c'était une maladie d'homme, on aurait déjà Mais je crois que oui. Mais bien sûr que je crois que oui. Mais évidemment. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'étais ado, enfant, je pense que ça aurait été des garçons. Je crois qu'on aurait un peu plus bougé notre cul, ils en auraient plus de moyens si ça avait été une maladie d'homme. Mais cette colère, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va avec ce que tu dis, où tu as dû aussi un peu reprendre ta vie de maman dont on va parler, ton bureau créatif. Cette colère que tu as eue toutes ces années, aujourd'hui, tu sens qu'elle est un peu plus à distance. Tranquille. T'es plus tranquille. Non, tant mieux. Je suis devenue maman. J'ai mon projet. Tout ce que... abouti. La plus belle chose que je voulais, je l'ai eue. C'est ma fille, donc je vis pour ma fille maintenant, et mon mari. Mais ma fille, c'est... Du coup, je prends plus de distance avec plus de choses, en fait, parce que je suis 100% apaisée, bien avec moi-même. Avant, je sais pas, j'étais un peu... Alors, j'avais perdu ma maman, j'avais l'impression qu'il me manquait un bras. J'avais pas d'enfant, j'ai l'impression qu'il me manquait le deuxième bras. Maintenant, j'ai récupéré mes deux... ma maman est plus là, mais je suis mère à mon tour, en fait. Donc, ça a toujours... c'est un projet que je vois mon mari heureux. On a créé notre famille. Je suis bien aujourd'hui. Donc, je suis tranquille, tu vois. Donc, oui, la colère, elle a disparu. Après, je suis en colère. Si ce qu'on avait mis en place n'avançait pas, oui, ça me rendrait en colère. Mais tu sens que le travail a... Oui, on a la satisfaction. Le 19 novembre, on a eu un point. Alors oui, il y a des choses il y a des couacs, comme on dit, tout est parfait. Mais on peut pas dire. Moi, juste, j'ai commencé à m'investir dans cette association et à parler de cette maladie en 2017 et aujourd'hui en 2025. Je pense qu'il y a aussi une part de tout ce mélange avec la politique. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et on te remercie. Je parle pas au nom des autres femmes, mais je te remercie à titre personnel pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait pour cette maladie. Je l'ai pas fait seule parce que c'est l'équipe, mais ça a été aussi une volonté. Moi, ma première chose, ça a été... Si demain je suis maman, même pour toutes les nouvelles générations, j'ai pas envie qu'elles vivent ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire de pas pouvoir mettre des mots sur des mots, quoi, et ne pas pouvoir même quand on le disait tout à l'heure, j'allais mixer, j'avais mal, je m'engueulais avec Tania parce qu'elle pensait que j'étais hystérique, quoi. Tu vois, c'est tous ces trucs.
en fait, qui sont non C'est très pernicieux, ouais. pernicieux, c'est insaisissable. Il y a autant d'endométriose que de femmes. Chacune souffre de sa Comme les lésions, manière. ça s'accroche un peu Ça partout. s'accroche, Ouais. ça peut monter jusqu'au thorax, ça peut aller et c'est aussi une maladie où tu apprends, c'est comme c'est une violence sourde en fait. Tu t'anesthésies le truc, tu le gardes en toi, tu peux pas trop en parler, elle te ronge, mais ouais, cette colère, c'est pour moi, ouais, c'est une violence invisible. Et ça, c'est ce qui m'a un peu poussée à me dire, je vais essayer de tout ce que j'ai acquis dans ces années, comment je vais faire marcher mon réseau, les gens, qu'est-ce qu'on va raconter pour faire connaître cette maladie, avoir des témoignages, parce que le témoignage, c'est ce qu'il y a de plus fort. Bien sûr. Raconter cette maladie, pas que quand elle fait souffrir, il faut s'opérer. Il y a des femmes qui souffrent de l'endométriose au quotidien et qui n'ont pas besoin, qui ont juste besoin d'une pilule continue et qui n'ont pas besoin d'opération, mais qui souffrent quand même. Ouais. Et tu vois, trier ses souffrances. Et puis je vais parler aussi après de ce désir d'enfant qui, quand même, moi, ce qui a été le plus dur quand même, c'est de me dire, tu sais, avec des si. De dire, si j'avais été diagnostiquée plus tôt, peut-être que j'aurais pu congeler mes ovocytes. Si on avait été informé plus tôt, tu sais, ça m'a. Maintenant, c'est fini, mais j'ai dû voir un psy pour ça, tu vois. Parce qu'on est. Ah, c'est bien. Oui, j'imagine qu'un psy doit être nécessaire dans tout le parcours que tu as vécu. Alors, c'est marrant, je l'ai eu dans le parcours plus après Thelma. Ah, après la naissance de ta fille. Ouais, pas avant. Pourquoi pourquoi c'est venu ce besoin à ce moment-là? Parce que j'avais besoin de... Je crois que j'avais accouché pour le coup de tellement de choses en même temps. Et je crois que j'avais besoin de recomprendre ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé pour avoir mon rôle de mère parfait. Ok. Enfin, parfait. On n'est jamais parfait dans un rôle de maman. C'est compliqué, ça s'apprend à être maman. Mais j'avais besoin, je pense, vraiment pour une fois de mettre tous ces mots, et puis d'être accompagnée aussi dans tout. Parce que tu avais mis beaucoup des mots, j'ai l'impression, ces dernières années pour nous, les autres femmes. Mais c'est important que tu les mettes pour toi. Ouais, et j'avais besoin d'avoir un regard de quelqu'un qui m'aide. Ça n'a pas duré très longtemps, mais elle a su vraiment m'accompagner. Et puis le documentaire m'a énormément aidée aussi. On y arrive doucettement. Donc Thelma arrive en 2021. Est-ce que, pareil, c'est une question que je me pose, mais parfois peut-être qui n'a aucun sens, mais est-ce que le fait d'avoir tellement galéré à devenir maman, ça rend le fait d'être maman, dans les moments où j'entends parfois on a envie de péter des câbles, où il y a des grandes difficultés, est-ce que du coup ces moments-là sont moins difficiles tellement tu l'as désiré? Alors il y a eu, d'accord, je dis trop de oui, moi j'aurais dire plus de non. Elle a du mal avec le nom, notre fille. Non, oui, moi je ne vis, j'ai changé complètement de vie. C'est-à-dire, ma priorité c'est ma fille. J'ai pas mis 43 ans pour avoir un enfant, pour le soir aller au resto tous les. Enfin, je dis. Non, mais mon mari et moi, enfin, on éduque, enfin, on est tout le temps avec notre enfant en fait. Elle fait vraiment partie de notre vie. Et oui, ça, pour répondre à ta question, oui, c'est un peu plus. Je laisse passer plus de choses. Après, ça n'empêche pas qu'il y a eu des énervements et tout. Il y a eu le Terrible 2 qui a été terrible. C'est pas un cliché, le Terrible? Non, c'est pas un cliché. Genre, il se roule dès le matin, t'as même pas pris, elle se roule par terre pour rien. T'es là, genre, mais c'est tellement irrationnel. Mais il faut que ça passe. Et en fait, tu te rends compte que tout passe. Il y a eu des problèmes de sommeil, elle est venue dans notre lit tout le temps. C'est un bon conseil pour les mères. Tout passe, en fait. Il faut juste être patient et tout passe. Okay. Et c'est normal qu'ils fassent leur colère et c'est normal qu'ils viennent dans votre lit et c'est tout ça. C'est voilà. Après, on essaye de corriger des choses. Mais tu dédramatises un peu tout ce qui se. Ouais. Alors j'ai parfois plus dramatisé. Ça va aussi avec la fatigue, le travail, tout ça. Tu vois, t'as des moments où t'es plus cool que d'autres, hein, comme tout le monde. Hein. Mais ouais, puis nous, on a envie de passer plein de moments avec elle tout le temps. On a envie de vivre totalement avec elle. Ouais. Tout le temps. Et est-ce qu'il y a des choses qui te font peur aujourd'hui dans ce rôle de maman? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intimident? Est-ce que le fait de plus avoir ta maman, est-ce que t'as... Ça me manque de plus avoir ma maman parfois. Parce que oui, t'as toujours envie d'avoir les conseils de ta maman. Même nous, tu vois, pour la famille, quand on part, on n'a pas la maman qui vient la garder. Oui, parfois ça me manque, mais après, tu sais, d'être mère, ça s'apprend. Hein. Il y a pas des règles. Il y a pas de règles. Non, moi ce que je veux, c'est que ma fille elle soit bien dans ses baskets et puis lui donner une sécurité et de l'amour
la sécurité et de l'amour. Après, je pense qu'on fait des choses bien, des choses moins bien. C'est pas évident au quotidien, mais ouais, ça s'apprend d'être maman. C'est pas, y a pas des règles. Enfin, faut les manuels, c'est ouais. Et est-ce que toutes ces conversations autour des règles, quand elle sera réglée et tout, est-ce que tu vas vouloir beaucoup parler de ça avec elle? Bien sûr, mais là déjà, elle sait, tu vois, avec le documentaire, elle a vu le documentaire. Elle a pas vu parce qu'elle n'a pas l'âge de voir tout le documentaire, mais elle a vu que papa, maman, ils sont passés à la télé, que maman, elle a eu une maladie qui s'appelle l'endométriose. On lui a un peu expliqué notre parcours, le don. Oui, si, genre qu'elle était très désirée aussi. Qu'elle était très désirée, que ça a été un parcours très long pour la voir, elle le sait tout ça. Mais avec, tu vois, plus elle grandit, plus elle va comprendre. Donc, à chaque âge, ses mots. Tu peux pas arriver, voilà. Okay. C'est un enfant. Enfin, elle a 4 ans, elle peut pas tout saisir. Il faut faire attention. Mais bien sûr qu'elle se. Et t'as peur Et je lui raconterai les règles, et je lui raconterai, bien sûr. Parce que nos mamans, en fait, n'étaient pas équipées pour nous raconter toutes ces choses. Ma mère, les règles. Mettez une claque quand elle a des règles, quoi. Non, mais on se rend compte de ce qu'on dit. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'était gênant, quoi. Ouais, c'était les règles. Oh, les règles, tu pouvais pas en parler à l'école. Les serviettes hygiéniques, les tampons, c'était un autre sujet encore. Enfin, c'est fou de Et on n'en veut pas à nos mamans, c'est juste que c'était comme ça. Non, c'est la société qui a fait ça. C'est la société. C'est la société. Enfin, aujourd'hui, grâce à toutes ces actions, on n'a plus du sang bleu dans des publicités. Ça date de quoi? 3-4 ans? Ouais, 2-3 ans. 2-3 ans, c'est fou. Enfin, d'où on vient. Ouais, le chemin. Et pourtant, on n'a pas connu la guerre, nous. Enfin, tu vois, mais on était encore dans une société où très patriarcale et qui est pour moi un vrai problème, parce que en fait, on est né femme, donc d'être femme, c'est d'avoir des règles. Les garçons sont nés hommes et ils ont du sperme. Les deux servent à procréer. Donc en fait, rien de très tu vois, enfin c'est la nature, ça s'appelle la nature, que ce soit animaux. Enfin c'est lunaire qu'on soit obligé de justifier le fait d'être femme et d'avoir ces règles et de pas pouvoir en parler. Ça c'est un truc aujourd'hui, ce n'est plus possible dans notre société, et ça fait partie aussi de cette égalité qu'il faut connaître. Et t'arrives, moi, ce que je trouve dingue, je sais pas si ça te parle, mais alors que moi, je suis complètement d'accord quand j'entends ça et que je suis quelqu'un qui milite à ma façon pour plein de choses. Je vais jamais, quand je suis avec des copains, me lever, je vais jamais parler de règles ou. Non, mais. C'est pas dur de trouver l'espace entre sa pudeur et non, mais combat. C'est-à-dire que d'en parler au quotidien, de dire, salut, j'ai mes règles. Oui, bon, ça, tu vois. Non, mais par contre, quand t'en souffres ou qu'il y a un problème pendant cette période-là, il faut qu'on arrive à en parler. Mais c'est pas aujourd'hui, quand je fais le travail de sensibilisation, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de frères. C'est beau dans ça. Parce qu'ils se disent, voilà, ma sœur, elle a ses règles. Enfin, tu vois, à l'époque, les garçons, mais c'était sale. Dégueu. Les règles, c'est pas sale. Faudrait les accueillir chaque mois. C'est ce qui les a permis d'être vivants. Et faut accueillir ces règles. Alors, faut pas tous les mois dire, ouais, j'ai mes règles, on va faire la fête des règles. C'est pas ça. Mais. Cela dit, la fête des règles me plaît beaucoup. On pourrait. Mais en tout cas, il faut pas que ça soit un sujet de problème, c'est pas tabou en fait. Il faut arrêter avec ces choses qui sont tabous. C'est ça qu'on a déconstruit nous. C'est justement, ce n'est pas tabou. Les règles, c'est pas tabou. De ces règles, il peut y avoir une maladie, ça part des règles, de souffrir ou pas. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ne souffrent pas pendant les règles. Donc d'ailleurs, je dis à toutes les auditrices et auditeurs, pour vous informer, il y a un fonds endométriose, mais il y a aussi santé.fr. Depuis la stratégie nationale, on a travaillé sur l'élaboration de santé.fr, de la page endométriose, avec les 2 autres associations de France Endomaille et un fonds endométriose. Il y a tous les contenus qui ont été réunis avec des outils qui permettent justement de s'informer sur cette maladie. Et je pense que c'est bien d'aller faire un petit tour sur santé.fr. Trop bel outil. Ça fait partie aussi de la stratégie nationale. Trop bien, merci. Et est-ce que tu t'es morte de trouille que Thelma ait l'endométriose plus tard ou j'ai pas peur parce que. T'es confiante? Non, parce que les choses avancent et qu'aujourd'hui, elle vit plus dans la même. La société. On va pas commencer à parler de ça. C'est vraiment ça avance d'un côté puis ça recule de l'autre. J'en suis consciente, mais. Au moins, en tout cas, elle aura une maman qui va l'accompagner. Et c'est ça qui change. Et c'est ça qui va changer. Donc on ne sait pas si la maladie va disparaître, mais en tout cas, la souffrance peut... Là, en tout cas, dès qu'elle aura
a un problème, elle pourra en parler et je serai là pour elle. Et son papa sera là pour elle aussi. Donc voilà, c'est donc il y aura pas de sujet parce qu'on fera tout pour qu'elle n'ait pas de problème dans sa vie avec ça. Et je te fais travailler si tu devais donner un conseil à une femme qui nous écouterait, qui n'arrive pas à avoir son enfant, et un conseil à une femme à qui on vient de diagnostiquer une endométriose, quelque chose que tu aurais aimé entendre. Alors, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, de se battre. Je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, c'est la seule. Continuer à se battre et changer de médecin si ça va pas, ou ça aussi, je crois que parfois, moi, j'ai été accompagnée par des médecins qui, en fait, m'ont pas du tout aidée. Et si on se sent pas à l'aise, je sais que c'est difficile de trouver les rendez-vous, tout est bouché. Enfin, c'est facile tout ça à dire, mais moi, je suis passée par là. En tout cas, d'essayer de continuer à se battre. Et si la porte, elle paraît fermée, essayer d'aller en ouvrir une autre avec un autre médecin avec qui on se sentirait mieux. Et si ça marche pas avec le médecin avec qui vous vous sentez bien, continuer à se battre et qu'à un moment, ça va fonctionner. Okay. Et une femme qui a été diagnostiquée, déjà, ça doit être un soulagement. Parce que c'est un soulagement d'être diagnostiqué, de pouvoir poser des mots. Et puis, pareil, après, il y a, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend comment l'endométriose s'est installée en toi. Donc, en tout cas, quand tu es diagnostiqué, suivre son médecin. Et puis, il n'y a pas de médicament, on le sait, ça. Hélas, il n'y a pas le médicament qui va t'aider à ne plus avoir d'endométriose, mais il y a des choses qui peuvent soulager et qui peuvent être mises en place. Et ça, c'est vraiment aussi trouver les bonnes choses avec son médecin. Et aussi la médecine complémentaire, je pense qu'elle peut être très utile. Tu penses à quelque chose en particulier? Moi, je pense l'acupuncture, pardon. Ça m'a fait beaucoup de bien, moi. Moi aussi. Toi aussi, tu vois. Bon, voilà. Après, je sais qu'il y a aussi des ostéotopes, exactement. Aussi à base de plantes, des médicaments. Enfin, pas des médicaments, pardon. Si, c'est des médicaments, mais c'est pas des médicaments comme on dit. Les fleurs de bac. Non, mais si, moi, j'ai eu beaucoup de ça. Des huiles de je sais pas quoi. Des essentiels, les petits. Non, puis tu sais aussi l'homéopathie. L'homéopathie. Il y a plein de choses. En tout cas, essayer de trouver des personnes, et je sais que c'est pas toujours facile, mais des médecins ou des praticiens de médecine complémentaire qui vous fassent du bien. C'est ça qu'il faut. Et les réseaux sociaux, je dois dire, parce que ça va me faire ma transition, parce que je veux parler de réseaux sociaux avec toi, mais les réseaux sociaux qui peuvent être un endroit très moche pour beaucoup de choses, je trouve que sur l'endométriose, moi, à titre personnel, m'ont sauvé. Sur les règles, sur l'endométriose. Une communauté. Aujourd'hui, sur la ménopause. Oui, c'est, ça a été, tu vois, nous, avec Info Endométriose, on a réussi à créer une communauté forte autour de l'endométriose. Et c'est grâce aussi qu'on a pu mettre tous nos outils de sensibilisation, d'informer, les témoignages, faire de l'image, essayer de rendre les choses accessibles. Nous, on a vraiment voulu travailler aussi sur le côté, c'est pas, au début, l'endométriose, c'était des grosses cicatrices, les pansements, l'horreur. Non, tu peux aussi parler d'endométriose en faisant un contenu qui soit qui soit pas glauque et essayer de vulgariser, bien sûr, mais le propos et le rendre très bien accessible à tous. Moi, ce qui était hyper important quand on faisait les campagnes et tout, c'est que. Et puis c'est beau, pardon, mais Jean-Claude Agnure, c'est que tout le monde, je parle à tout le monde. Et vous avez réussi. Et les papas, et moi, je reçois beaucoup de personnes qui me disent merci pour les podcasts et tout, parce que grâce à ces témoignages de différentes femmes, j'ai pu faire comprendre à mes parents ce que je vivais, mes douleurs. Voilà, ça c'est que ça marche. Ça. On vous recommande d'aller visiter la page Instagram d'Info Endométriose, moi que j'adore, qui est très bien faite, et aussi d'aller écouter cette série de podcasts que tu as tenue en quelle année? C'était après le Covid 2020. Et ils sont, donc c'est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Voilà, sur notre site. Il y a plein d'épisodes. Mon endométriose, il y en a 9 avec différentes femmes qui ont pris la parole, et je remercie aujourd'hui, et qui ont donné leur témoignage. Par exemple, dans le sport, il y a eu Sandrine Grouda, c'est la première fois la basketteuse qui parlait de l'endométriose et son rapport au corps, à l'endométriose, aux sportifs, d'être une grande sportive, à l'endométriose que c'était. Ce qui nous a permis de nous investir aussi dans le milieu du sport. Et le 7 février, on fait justement avec Paris Basket encore une sensibilisation lors d'un match avec des joueuses et des joueurs autour de l'endométriose. Donc tu es encore présente même. Alors, je fais moins d'actions parce que on a chacun aussi, il faut savoir que tout ça, encore une fois, prend beaucoup de temps et je le redis,
Il y a, si demain vous avez vraiment besoin, il y a des associations de patientes, Endo-France et Endomail, Info Endométriose, une association de sensibilisation, donc elle va pas vous accompagner au quotidien dans votre parcours. Nous, on donne les premiers outils. La première de la chaîne, La première échelle pour comprendre ce que c'est la maladie et l'impact qu'elle peut avoir sur vous et dans la société. Après, les actions, j'en mène un peu moins parce que déjà aussi il y a le gouvernement, excusez-moi, qui doit faire aussi son travail. Enfin, je dis un truc. Et Coco, tu vois, vous êtes mignons, mais les ministères des droits des femmes et de la santé, il faut aussi qu'ils se mettent un peu au boulot sur, en tout cas, j'espère, sur la semaine de l'endométriose et qu'ils soient un peu plus actifs et pas toujours compter que sur les associations, parce que c'est du taf et que nous on est tous bénévoles et que c'est un vrai boulot. C'est fou, ça, je savais pas que même à ces niveaux-là, c'était encore du bénévolat. Ah bien sûr. Et puis les ministères t'appellent la veille. Vous avez fait quoi? Vous faites quoi pour la semaine? Et vous faites quoi? Ouais. Racontez-moi. Racontez-moi qu'est-ce que vous faites. Vous prenez la parole, vous nous invitez, vous nous mettez un peu en avant aussi sur le boulot qu'on fait au quotidien sur le terrain. Ça parfois ça m'a un peu énervée. Parce qu'ils demandent beaucoup de ton temps, tu sais, c'est l'État, ça donne ton temps et on compte beaucoup sur les associations ont toujours, parce qu'ils ont moins de moyens, mais ils demandent beaucoup aux associations, parce que sans nous, les associations, en général, on est là pour aller titiller les gouvernements et leur faire montrer qu'il faut agir, parce que c'est, pour le coup, pour l'endométriose, c'était vraiment un problème de santé publique de femmes et du corps de la femme, ce qui a permis, encore une fois, maintenant qu'on parle un peu plus de ménopause, oui, je suis contente non, et aussi après la naissance, quand du postpartum, qui était quand même un sujet aussi hyper tabou, vous vous rendez même pas compte après de toute cette descente d'hormones. T'as vécu ça, toi? Ouais, mon postpartum, il a été difficile, plus de me dire j'ai vu Thelma avec on connaît le documentaire d'Ovocytes en France. Ça a été un peu dur de me dire putain, on m'a volé quand même quelque chose, d'avoir moi mal tard diagnostiqué, de pas. Donc en fait, tu t'es pris tout ça à la gueule. Ouais, je me suis postpartum, ça a été un peu, c'est pour ça que c'est là que j'ai eu ah bah oui, voilà. Tu commences à tout mettre ensemble. Et là, je me suis pris une belle vague, mais en même temps, j'étais tellement heureuse d'être maman et j'avais pas du tout envie de faire vivre un mal-être à mon mari ou à ma fille, parce que c'était les plus beaux moments de notre vie. Non, mais t'avais le droit de vivre ça pour autant. Et j'avais besoin aussi d'évacuer aussi tout ça qui me pesait depuis des années, je pense. Des années. Et on vient de parler de ménopause. Toi, c'est quelque chose qui te fait peur maintenant? Je suis en préménopause. Ok. Et ça t'intimide ou non, ça m'intimide pas parce que va falloir que je fasse. Il va falloir que je passe par là. Mais ça me, je suis déréglée, donc forcément, ça joue ça joue sur mon corps, ça joue sur mes humeurs. Enfin, comme dit Binge, ça s'arrête jamais, quoi. Oui, mais est-ce que du coup, t'es surexcitée pour dans quelques années, ça va s'arrêter. J'aurais pris quelques kilos, mais mais ça s'arrêtera forcément. Mais j'essaye de le prendre avec bien, gentil. Voilà, c'est comme ça en fait. Ok. J'ai pas le choix. On passe toutes par là, voilà, on y a toujours quelque chose pour nous les femmes. C'est jamais tranquille. Alors il y a des femmes qui ça se passe très très bien, mais qui n'ont aussi pas eu parfois ces problèmes que nous on a eu qu'on a aujourd'hui. Moi, c'est vrai que là, depuis l'année dernière, c'est un peu plus compliqué. Et vous en parlez avec les femmes de ton âge? Tu sens déjà une différence? Parce que moi, j'espère qu'on j'en parlera en terrasse de ménopause. J'ai des copines un peu plus jeunes et d'autres qui ont mon âge, avec celles qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgées. Oui, on en parle. Ok. On en parle. Il y a moins. Ah oui, bien sûr. Moi, j'en parle très facilement de mon dérèglement hormonal. C'est un truc. Maintenant, j'ai toujours décidé de parler des choses. Enfin, ça me dérange pas du tout de parler de tout ça. Et ben justement, tu me fais ma transition de ce côté de toujours parler des choses. Ce que je trouve fascinant aujourd'hui dans ta vie, c'est qu'il y a ce truc, ce que je disais dans mon intro, où tu es très forte pour de la mise en scène, pour tout ça, et en même temps, du coup, tu vas de plus en plus vers. J'ai l'impression que tu es attirée à travers aussi les femmes par lesquelles tu t'entoures par le documentaire, et je voulais que tu m'expliques aussi, selon toi. Pourquoi on a vraiment besoin du documentaire sur ces sujets et pourquoi c'est un outil Nous, on a voulu faire notre documentaire. C'était une idée de mon mari. J'allais te demander parce qu'il a écrit donc sur une idée originale. Ouais, c'est Benjamin qui a dit il faut qu'on raconte cette histoire déjà pour notre fille. Et puis aussi, ça va aider. Ça va être la continuité parce qu'il y a l'endométriose, mais on parle aussi de la PMA, du d'ovocytes. Et il fallait je crois que ça a été aussi très important pour nous. Ça vous a aidé, Ouais, ça a été comme
fallait qu'on réalise qu'on ait à la fois quand même ce documentaire, il est quand même très pudique, même si on se livre. Très, Je pense qu'il nous ressemble beaucoup. Il est très entier, très honnête. Mais vraiment, je le conseille du fond du cœur. Il est très honnête. Je remercierai jamais assez 10.7 Productions, Cathy et Florie Florie Martin qui nous a beaucoup aidé, enfin qui a réalisé le documentaire et qui ont cru à notre histoire et qui nous ont accompagnés dans ce récit et qui ont su nous donner notre place et être juste et de raconter notre histoire comme nous on voulait la raconter. Et c'est vrai que Florie a fait un super boulot et c'était important aussi qu'on le fasse parce que pour répondre à ta question, les récits, les histoires, il n'y a rien de mieux pour pouvoir rassembler et faire comprendre aux gens. Parce qu'à travers notre documentaire, moi j'ai reçu des milliers de messages, mais j'en pleure de gens qui nous ont, avec des photos, grâce à vous, on a eu... C'est pas rien. Ah non. Ah non, mais moi je vais pas pleurer. Non, mais moi, j'ai regardé hier soir, ça m'a bouleversée pour mes propres raisons. J'aurais voulu raconter plus de choses, mais on a 52 minutes et tu peux pas, dans toute cette histoire, il faut trouver dans cette grande histoire, il faut trouver ton histoire et tu peux pas tout parler. On aurait voulu faire plus comme ci, comme ça, mais en fait, il nous ressemble et il élabore tout le parcours, je trouve assez. Mais c'est très lumineux. Ouais, et c'était important parce qu'on laisse à notre fille. On lui raconte son histoire, quel plus beau cadeau que de lui raconter quand elle sera en l'âge de raison. On dirait, voilà, regarde, là, t'as ton histoire. Voilà ce qu'on a vécu. Et comment tu es arrivé là. Et aussi pour les autres couples qui sont en PMA, qui sont dans un désir d'enfant, qui ont des difficultés, endométriose ou pas, qui s'aiment et qui n'arrivent pas à fonder leur famille. Vous vous rendez même pas compte ce que c'est. C'est une grande détresse et une grande solitude. Une grande solitude. Il y a faire un enfant sur la couette, c'est pas donné à tout le monde et quand on n'y arrive pas, ça peut devenir vraiment dans ton rapport au désir, t'es dans un protocole, dans ta vie de couple, faut tenir. Il faut. Ça aurait pu. Mais parfois, bien sûr que ça aurait pu. Il y a eu des moments où vraiment. Ouais, il y a des moments c'est compliqué. Moi, les traitements, mon mari me voit souffrir, même s'il est présent, c'est pas lui qui se tape tous les trucs, quoi. Les rendez-vous, et puis même dans ta vie de quotidien, ça bascule quand même, tu vois. C'est autre chose. T'es plus. Il faut réussir à trouver dans le désir, dans des protocoles avec des traitements, tes piqûres, ta libido qui baisse, toi tes calculs, enfin tu vois tout est puis des échecs, les échecs c'est horrible les échecs, t'arrives, tu t'y crois toujours parce que tu veux toujours y croire et puis quand t'as l'appel et on te dit non vous avez 2 embryons, en fait 0, on a transféré, tu sens que tu vas avoir tes règles et puis t'as tes règles qui arrivent et toi tu te dis mais non c'est bon j'ai 5 gonflés, je suis enceinte, mais non parce que c'est les traitements et que en fait c'est ton corps tu arrives même plus à comprendre ton corps en fait et tu y crois et ça marche pas et c'est dur en fait. C'est recommencer tout le temps à 0 quoi. Et ça c'est dur en fait. Et c'est vrai que ce que montre le documentaire c'est qu'à un moment on s'isole aussi. Parce qu'en fait à un moment t'en parles puis à un moment tu vois vous racontez ça qu'à un moment les gens vous invitent plus au goûter. Non, mais t'es le couple qui arrive pas à avoir d'enfant quoi. Tu vois. Ça doit être dur socialement. Ouais, les gens sont pas faciles, les gens sont durs, mais c'est des gens que, tu vois, c'est aussi des amis, mais comment ils se positionnent dans tout ça, toi aussi, tu vois, c'est un discours de sourd qui s'installe entre les gens, c'est pas que je leur en veux pas, c'est comment ils trouvent aussi leur place, toi tu veux plus en parler, ils osent plus poser la question, alors la famille je t'en parle même plus, je culpabilisais énormément de pas pouvoir lui donner un enfant parce que je me dis mais un jour il va se barrer, enfin il est mignon mais il va se réveiller, il va dire est-ce que j'aurais compris, tu vois, parce que et pourtant on ressent qu'il allait jamais se barrer quoi, ce qui est fou. Mais bon, je comprends. Ouais, mais maintenant qu'il est père, il me dit putain si j'avais pas connu ça, waouh. Ah ouais, ça aurait été quand même dramatique quoi. Ah ça me donne c'est donc je me suis battue aussi pour lui et mais ce documentaire et donc pour répondre le documentaire, les récits, les témoignages, pour tous les sujets, qui sont des sujets tabous, ont une place. Ont une place parce que c'est un reflet, un miroir, à travers ce que vivent les gens. Ils peuvent se retrouver et peut-être avoir des réponses à leurs questions et se sentir moins seuls.
Et tu te vois là après je sais que là ton bureau se passe très bien, tu as énormément de travail, mais est-ce que tu sens que ce goût pour l'engagement que tu as identifié, dans lequel tu excelles clairement, est-ce que tu penses que il y aura d'autres combats pour lesquels tu voudras offrir ta voix, d'autres sujets sur que tu voudras éclairer? Parfois, ça m'a pris beaucoup de temps, mais au fond de moi, ça m'a appris. En fait, moi, j'avais jamais fait de l'associatif. Je savais pas ce que c'était de l'associatif. Ouais. En fait, j'ai découvert un milieu, l'associatif. Mais t'as découvert ce talent chez toi ou même, je sais pas, t'étais déléguée de classe? Non, pas du tout, déléguée de classe. Non, pas du tout. Fou. Je l'ai découvert, comme je savais pas que j'allais être DJ, comme je savais pas que j'allais être styliste. J'adore. C'est le lâcher prise. J'ai fait la première fois, puis j'ai appris, puis j'ai aimé, puis du coup, j'ai fédéré et je me suis engagée dans tout ce que j'ai fait et dans mes projets. En tout cas, moi, j'ai besoin qu'il y ait du fond, en fait. S'il y a pas de fond, j'ai vachement de mal. Et tout ce que à chaque fois que je m'engage, je le fais vraiment à 100%. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et dans l'engagement, non, j'avais pas cette spéciale. T'avais pas cette patte. Non, c'est pas de dire, je vais m'engager pour ci ou pour ça, pour sauver les animaux, non. Mais avec l'endométriose, j'ai découvert une partie de moi qui était assez intéressante. Alors aussi parce que j'avais vécu ça. Donc forcément, quand tu l'as vécu, ton engagement est plus fort parce que tu sais de quoi tu parles. Ouais. Mais oui, ça m'a peut-être que sur d'autres sujets, sur les violences faites aux enfants. Quand on préparait l'émission, tu m'as parlé d'un documentaire Mère en lutte que tu avais vu il y a quelques semaines. Alors je l'ai vu à l'Assemblée nationale, qui a été réalisé par Johanna Bedeau et produit par Mélissa Torio. C'est sur les violences, l'inceste chez les enfants et les mamans, les enfants sont placés et la garde n'est pas attribuée à la mère. Donc les députés sont en train de justement essayer de faire changer un peu ces lois parce que c'est double peine. L'enfant parle de l'inceste qu'il a vécu par son papa et il est enlevé de sa maman. Mais comment c'est un sujet c'est un sujet qui m'a, ce documentaire m'a profondément bouleversée. Vraiment. Et je trouve que c'est tellement, c'est hallucinant encore aujourd'hui, la parole de l'enfant, la parole d'une mère, c'est encore le père, c'est fou. C'est un enfant qui dit, faut ces témoignages de 3 femmes qu'on suit et il est vraiment bouleversant et c'est double peine pour l'enfant parce que l'enfant il va pas avec sa maman. Vous vous rendez compte, dans sa vie quand même, il a 3 ans, il a subi un inceste par son père et il est placé. Qu'est-ce qu'en fait on détruit l'enfant, en fait on fait que détruire l'enfant, donc il faut que la loi change et il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Mais dans le documentaire il essaie très bien expliquer, beaucoup mieux que moi. Non. Et parce que c'est des sujets tellement, mais qui sont très tabous dans notre société en fait. C'est que ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça fou qu'en 2026 aujourd'hui, on soit en train encore de parler de ce genre de sujet faut savoir qu'ils ont mis, je sais pas combien d'années, 3 ans pour faire le documentaire, pour trouver déjà une chaîne qui ose diffuser le documentaire. Parce que c'est des sujets qu'on veut pas entendre, on les cache comme ça. C'est le grand tabou encore. On parle de la vie d'enfant, on parle mais les lectures des pères de ces femmes toutes les lettres qui ont été lues à l'Assemblée nationale, moi j'ai vu toutes les vidéos passer, mais c'est lors de la note. Et dans les 2 cas, les femmes sont perdantes en fait. Si elles parlent pas, elles vivent avec ça. Si elles parlent, on leur enlève leur enfant. C'est comment c'est encore possible aujourd'hui. C'est encore une fois, la parole de l'enfant n'est pas entendue en fait. Et c'est la mère qui porte tout. C'est lunaire. Je trouve ça, et ça c'est un sujet. Alors grâce à Johanna, je l'ai parce que comme je la connaissais, j'ai pu aller voir son documentaire et puis apprendre un peu plus sur le sujet et découvrir des choses que je ne connaissais pas et de me rendre compte que on a vraiment un problème dans notre société. Quand l'homme gagne encore, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. L'homme est encore, parce que les sujets d'inceste chez les femmes, sur les enfants, ça existe, mais c'est de l'ordre de très peu de pourcentage. Bien sûr. Mais il y a toujours un relou à un dîner, on embrasse, pour te rappeler qu'il y a des femmes aussi comme quand les femmes se battent. Combien de femmes qui battent leur homme? Moi, un jour, j'ai eu ça, je dis là, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Évidemment, il y a
Bien sûr. Zéro, il y a pas, mais c'est pas le sujet. Pas le sujet. En fait. C'est pas le sujet. Mais il faudrait que la fiction soit un long métrage sublime. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont être faites parce que c'est comme quand les débuts quand les tabous commencent à être brisés, forcément, ça prend du temps, mais ça, on va y arriver. Je pense qu'ils vont y arriver. Mais là, c'est surtout aussi l'histoire de la loi là qu'il faut qu'on change pour que les maires. Mais je vais essayer de retrouver peut-être un lien. Je le mettrai pour les auditeurs. Exactement. Mais ça me fait penser à comment on se protège de la paranoïa. C'est un truc qui me terrifie le jour où je serai maman, si j'ai la chance d'être maman, d'avoir peur tout le temps qu'on fasse du mal, les violences sexuelles envers son enfant. Est-ce que c'est un truc qui t'obsède ou non? Alors moi, son papa, pas du tout. Ah non, je parlais évidemment pas de Benjamin. Autour, maintenant à l'école, ils leur apprennent à dire non. Ok. Tu sens qu'il y a des choses qui vont changer? Moi, je suis hyper vigilante. De toute façon, de son entourage, des parents. Je serai toujours vigilante parce que le risque zéro n'existe pas. Et bien sûr, bien sûr, là, elle a 4 ans, mais vu l'environnement dans lequel elle vit et tout, je me pose même pas la question parce qu'il n'y a pas, tu vois. Et aussi, on apprend à Thelma à tout nous dire. Vraiment la parole. Même à l'école, elle nous raconte le soir, par exemple, si des chamailles entre les copines. Mais je préfère qu'elle me raconte toutes ces petites. Mais au moins, lui dire que la maison, c'est c'est exactement, et elle peut tout dire à son papa, à sa maman, et qu'elle sera jamais jugée, et qu'elle doit tout nous dire, même si ça se passe mal, si elle a des conflits et qu'elle école. Et on lui apprend aussi son intimité, que ses parties intimes à elle. On lui a acheté le petit livre sur mon corps. Oui, très jeune. Ça m'inspire très jeune. Genre, très, très, très. Non, elle sait, bien sûr qu'elle sait que c'est ses parties intimes. Non, ça là-dessus, on la sensibilise déjà avec ses mots et pour son âge. De ce que c'est important. Il y a personne qui touche à ces parties-là. Ok. Même pas le Père Noël. Même pas le Père Noël, j'adore. Mais en fait, la communication, c'est parce que une des questions que j'avais préparées, c'est que dans toutes ces 1000 vies que tu as vécues, j'avais demandé un peu peut-être le fil conducteur qui traverse toutes, mais j'ai quand même l'impression, moi, intuitivement, mais évidemment, moi, c'est ça avec mon tout petit regard, mais que la communication a été quand même toujours un talent que tu as eu, que ce soit avec des vitrines chez Colette, avec ta fille aujourd'hui, avec le documentaire, avec Infant endométriose. C'est raconter, faire des projets. C'est la communication. Je sais pas, je me suis toujours emparée. Enfin, j'ai toujours réussi à, je sais même pas comment le dire, parce que c'est très naturel pour toi, donc c'est des choses que tu n'arrives pas à le raconter. Très naturel pour moi, et je suis très démerdarde aussi. De faire quelque chose de ce qui t'arrive. De faire quelque chose de ce qui m'arrive, exactement. Je n'ai toujours fait de faire quelque chose de ce qui m'arrive, et aussi avoir la chance de faire, je pense, les choses avec mon cœur, d'être très honnête, je suis très simple en fait dans ma manière de fonctionner. En fait, je suis pas là, je les stratégies. Très straightforward ce mot. Même sur ma boîte. Alors, c'est quoi votre stratégie pour l'année j'ai pas de stratégie. Je sais pas, on va voir. On essaye de faire le mieux qu'on peut. J'ai une super équipe. On essaye de raconter des belles histoires, d'être honnête avec les marques et essayer en fait la vie m'a emmené plein de choses sur mon chemin et que j'ai su saisir et m'en emparer et faire des choses, je pense, qui me ressemblaient avec. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours fait les choses avec passion. En fait, passion et honnêteté, je pense. C'est vraiment... à 20 ans, j'étais totalement insouciante, ce qui m'a ouvert plein de portes, je pense, mais quand même en ayant un peu les pieds sur terre. Mais ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, je pense, de fait aussi d'avoir des parents qui t'ont eu confiance, de me sentir bien où j'étais. Justement, j'allais te demander, parce qu'on va passer à mes questions rapides pour terminer, parce que je te fais tellement parler. Et je voulais te demander si tu pouvais dire quelque chose à 10 ans déjà. Et puis à 20 ans. Alors, à 10 ans, qu'est-ce que j'étais une petite fille. Je vivais ma vie d'enfant. J'ai envie de te dire, à 10 ans, je vivais ma vie d'enfant. Et tu voudrais lui dire quelque chose à cet enfant de 10 ans que tu aurais aimé entendre? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais lui dire? N'aie pas peur. À 20 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Continue ton insouciance, ne la perds pas. À 30 ans? Waouh, 30 ans, ça a été l'année. C'est là où, ça a été l'année. Les 30 ans, c'était la période à la fois où j'ai construit des choses et aussi j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai connu la mort, des gens que j'aimais et tout. Donc cette tête-là où je dirais, voilà, c'est ça la vie, meuf. C'est ça la vie, meuf. J'adore. Et à 40, même si c'est plus récent? À 40, l'épanouissement.
Je suis épanouie et je suis j'adore cette période. Ah. 50, je sais pas, mais en tout cas, c'est une période que j'aime beaucoup parce que je me sens plus tranquille, plus apaisée, puis j'ai ma fille. L'erreur dont tu as le plus appris dans ta vie? L'erreur, parfois d'être trop gentille avec certaines personnes. Ok. Ce que t'aimes le plus chez toi? Ma joie de vivre, ma spontanéité, être moi, Ce que t'aimes le plus chez les autres? leur gentillesse, Ce qui a le plus mis à mal ta confiance en toi? les autres. Ce qui t'a le plus donné confiance Et en toi? l'endométriose aussi, Ok. peut-être. Les autres et l'endométriose, dans cet ordre. Ouais. Ce qui t'a le plus donné confiance en toi? Les autres et l'endométriose. J'adore. Ça doit être ça. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Partir pendant un an et demi avec Thelma et Benjamin et aller découvrir le monde tous les trois, voyager. Se faire un grand voyage tous les trois pour caler ça avant qu'on parte au-delà. Je te le souhaite très fort. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? De perdre brutalement ceux que j'aime. En qui as-tu confiance? À mon mari et à moi-même. En quoi as-tu confiance? En quoi? En nous, à notre famille. Qu'aimerais-tu que Thelma dise de toi quand elle sera un peu plus grande? Ma maman, elle est trop... Elle est trop cool. Ouais, c'est pas mal, Elle est ça. trop cool et elle m'a donné les bonnes. Je veux qu'elle soit bien dans ses baskets, ma fille, et qu'elle ait les armes pour affronter la vie. Et que c'est la vie, lui faire comprendre que c'est pas un monde de bisounours et que voilà, il faut qu'elle ait cette joie de vivre et qu'elle puisse affronter les choses. Et qu'aimerais-tu qu'elle se dise d'elle-même? Je suis cool. Ouais, c'est pareil. Je suis cool et j'apprends. J'apprends que la vie, c'est pas, voilà. Bien, toujours. On Ok. est toujours. Parce que je parle quand même à une ancienne DJ beaucoup trop fraîche. C'est quoi les 3 ingrédients d'une soirée réussie? De la bonne musique. Ouais. Un peu de champagne. Ouais. Et des super amis. Allez. Et comment on fait danser les gens? En dansant soi-même. Ah! Tu danses et du coup tu les fais danser. Parfait, en miroir. La BO de ta vie? La BO de ma vie. Oh là là. Alors c'est de la chanson française, italienne et du classique. Allez. À quoi ressemble une journée parfaite pour Cécile Tony? Ah, ma journée parfaite, c'est une journée ensoleillée avec mon mari et ma fille. Puis on va manger au resto, on se promène dans Paris. Une journée assez simple. Parfait. Dans le fond. Qui t'inspire au quotidien? Qui m'inspire au quotidien? Qui m'inspire au quotidien? Mon mari. Génial. Désolée, Que trouves-tu sublime? La mer. Quel titre donnerais-tu au film sur ta vie? Thelma et Louise. Ah, j'adore. Thelma et Cécile. Ouais, non mais Thelma et Cécile. Qui jouerait ton rôle? Suzanne Sarandon. Allez, je te le souhaite. Et alors, pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Cécile, en 2026? De la santé et de la chance. Eh ben, Non, pas de la chance parce que comme on se l'est dit, on se la provoque, mais de la santé. je te souhaite une très belle santé. Voilà.